Une organisation religieuse reconnue par le gouvernement du Canada comme œuvre de bienfaisance. Des dons, faits de bonne foi, des mouvements de fonds complexes entre le Québec et le Panama, et au cœur de tout cela, des questions très sérieuses sur l'usage de ces fonds. L'histoire que je m'apprête à vous livrer va vous paraître invraisemblable, mais elle est pourtant le témoignage de ce que j'ai vécu et ce dont j'ai été témoin. Qui suis-je? Mon nom est Pierre-Simon Cléré. Je suis avocat et spécialiste des mouvements sectaires totalitaires. D'ailleurs, à cet effet, vous pourrez consulter mon mémoire de maîtrise sur cette question via les liens dans les commentaires. Par ailleurs, je suis aussi un prêtre de la religion essénienne. Mon objectif aujourd'hui donc est double. Tout d'abord, je veux vous conscientiser, que ce soit monsieur et madame tout le monde, mais également les Esséniennes et les Esséniens, en vous partageant de l'information que j'estime essentielle et que vous avez d'ailleurs le droit de savoir. Ceci expliqué, je ne vais pas vous donner un cours concernant la religion essénienne, c'est nullement mon intention. Je vais simplement vous dire que j'ai une responsabilité envers la religion essénienne. Celle-ci, à titre d'ancien administrateur de deux de ces institutions importantes, comme prêtre, comme je viens de le mentionner, mais j'ai aussi une responsabilité envers la justice à titre d'avocat. L'ensemble de ces responsabilités m'amène à faire cette vidéo. Mais vous allez voir que je vais surtout vous parler d'argent et de paradis fiscal. L'Église mère et les Églises filles. Mais avant de parler d'argent, je vais devoir vous donner des explications sur les structures juridiques qui sont mises en œuvre par les fidèles de la religion essénienne et vous expliquer un peu ce qu'est la religion essénienne parce que sinon, vous allez absolument me perdre, vous n'allez rien comprendre. Et évidemment, je sais qu'un avocat qui parle d'incorporation ou de structure juridique, ça peut paraître extrêmement intimidant, complexe, ennuyant, mais je pense que vous comprendrez que c'est nécessaire pour bien suivre cette vidéo et toute l'histoire que je vais vous raconter. Pour vous aider, d'ailleurs, je vais accompagner la vidéo de ce que j'appelle des chroniques, durant lesquelles je vais vous expliquer quelques éléments plus techniques. Donc, tout commence avec des conférences d'Olivier Martin, appelé Manitara, dès le début des années 90 en France. Olivier et ses premiers fidèles ont posé les balbutiements de ce qui est aujourd'hui la religion essénienne, et ils ont entre autres développé une première communauté, Terra Nova, tout près de Saint-Afrique en France. Mais vous voyez, la France des années 90 et 2000 a un climat que je qualifierais de particulier à l'égard de tout ce qui est nouveau mouvement religieux. Nouveau mouvement religieux, ou NMR, c'est un concept sociologique créé par Elaine Barker dans les années 80, parce que le terme secte est perçu de manière négative et associé à la criminalité. NMR, c'est un terme plus neutre, utilisé notamment en sociologie, en anthropologie et dans diverses sciences humaines, car ce terme est détaché des préconceptions négatives qui viennent avec le terme secte. Ces conceptions se sont d'ailleurs renforcées, les conceptions négatives, durant une vague de violence apocalyptique durant les années 90 qui a frappé l'Occident et même le Japon. Donc, en France, ça a créé une situation tendue parce que ce pays a adopté un ton extrêmement répressif et autoritaire envers les personnes adeptes des nouveaux mouvements religieux. On y a même vu une institutionnalisation de la répression à cet égard. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un livre de la chercheuse Suzanne Palmer que j'ai juste ici entre les mains. Mais l'anecdote la plus drôle, à mon avis, est lorsque ça a déclenché une crise diplomatique avec l'administration Clinton à l'époque, car celui-ci avait adopté à la fin de 1998 une loi pour la liberté de religion, évidemment en sol américain, qui a entraîné du côté français des critiques. Les journaux d'ailleurs français à l'époque l'accusaient d'être proche de l'Église de Scientologie. Dans tous les cas, au-delà des débats qui entourent cette question, je vous dirais que l'approche française demeure extrêmement critiquée par plusieurs experts ici du côté d'Amérique du Nord parce qu'elle force les fidèles à prendre position contre le groupe ou ses croyances, plutôt que de dénoncer les responsabilités qui sont à l'origine des problèmes sociaux, voire des crimes qui sont reprochables à l'intérieur du groupe. Vous comprendrez qu'étant donné que j'ai quand même une certaine expertise sur cette question, je ne vais pas ici critiquer la religion essénienne, mais je vais vraiment m'attaquer aux enjeux et critiquer, entre autres, la gestion de certaines des institutions et de certaines des personnalités qui constituent la religion essénienne. En France, conscient que la religion essénienne allait peu s'épanouir à cause du climat social tendu que je viens de vous expliquer, eh bien, des recherches ont été faites pour trouver un lieu pour poursuivre le développement de la communauté essénienne. De prime abord en Europe, notamment en Italie, mais rapidement, c'est le Québec qui s'est avéré être une destination de choix. Et c'est dans ce cadre qu'a été fondée, ou incorporée plus précisément, la Fondation Essénia en 2006 au Québec. Celle-ci a procédé à l'achat du domaine de la famille Drolet,
situé à Cook-Sheridan, au Québec. La famille Drolet était propriétaire de la notable compagnie Sherwood, donc leur terre a été achetée par la Fondation Essénia pour reconstituer la communauté essénienne. Puis en 2013, la Fondation Essénia a changé de nom pour devenir l'Église essénienne chrétienne. Cette Église, au sens de la loi, dispose d'un visiteur. C'est une figure juridique dotée des pouvoirs d'une assemblée, selon la loi sur les corporations religieuses du Québec. Ce visiteur, c'était Olivier Martin, mieux connu sous le nom d'Olivier Manitara. Et je n'invente rien. Les informations que je viens de vous remettre sont tout à fait accessibles publiquement. En 2015, Olivier Manitara va publier un texte théologique visant à définir la structure de la religion essénienne. Une structure qui va au-delà de l'Église essénienne chrétienne et qui est définie désormais comme une nation au sens culturel du terme. C'est un élément qui revient de manière importante dans les écrits sacrés de la religion essénienne. À ce moment-là, d'ailleurs, la religion essénienne bénéficiait quand même d'une expansion importante en Haïti, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie et nous le verrons au Panama. Ce texte, dont j'ai d'ailleurs une copie physique ici dans les mains, va également être déposé dans le livre des minutes de l'Église essénienne chrétienne. Dans tous les cas, ce texte précise notamment la nécessité de mettre en œuvre une église mère, qui est d'ailleurs mal définie, je vais vous le dire, et des églises filles qui correspondent aux différents territoires qui sont occupés par des communautés esséniennes, comme celle de France à Terra Nova ou celle du Québec, que nous appelons le village essénien de l'Érable. Au Québec, donc, le conseil d'administration de l'Église essénienne chrétienne va s'exécuter, entre autres en adoptant la résolution 1622, qui va transférer les actifs et le passif de l'Église essénienne chrétienne, que nous avons qualifié d'Église mère, vers une nouvelle entité, alors nouvellement incorporée dès 2017, l'Église essénienne chrétienne du Québec. Et à ce fin, c'est l'Église essénienne chrétienne du Québec qui va assurer la gestion du territoire québécois. Et d'ailleurs, à la suite d'une assemblée des fidèles à l'été 2017, j'ai été élu administrateur de l'Église essénienne chrétienne du Québec, communément appelée l'Église fille. Bon, jusqu'ici, si vous m'avez suivi, ça va très bien, parce que c'est ici que les choses vont commencer à devenir un peu épicées. Donc, pour l'instant, retenez simplement l'existence de deux corporations religieuses. L'Église essénienne chrétienne et sa filiale, responsable de l'administration des biens au Québec, l'Église essénienne chrétienne du Québec. Maintenant, du fait que l'Église essénienne chrétienne du Québec assurait désormais la gestion au Québec, l'Église essénienne chrétienne s'est concentrée sur le développement de l'Église à l'international, à la récolte des dons, la mise en œuvre aussi de l'expansion par l'achat de nouveaux terrains. C'est la suite qui commence à être un peu corsée. Les transferts de fonds vers Dapachem. Le conseil d'administration nouvellement élu de l'EECQ, l'Église essénienne chrétienne du Québec, dont je faisais partie, a reçu un courriel d'un administrateur de l'Église essénienne chrétienne, et ce, le 24 décembre 2017. Cet administrateur se dénomme Goulwen Marot, et je vous invite fortement à retenir ce nom pour la suite de l'histoire, parce que Goulwen a été essentiellement le principal bras droit d'Olivier, et dans son courriel, Goulwen nous informe que le fonds de réalisation de l'œuvre, donc le FRO, a déménagé son compte bancaire au Panama. Donc, vous vous demandez probablement qu'est-ce que le FRO? Je vous ai parlé il y a quelques instants du fameux texte théologique de 2015. Eh bien, je vous laisse un extrait de celui-ci qui décrit en quelques mots le FRO. Donc, on comprend avec cet extrait que le FRO est responsable de la récolte des dons, et ce, dans l'objectif, entre autres, de développer l'Église partout dans le monde. Ce faisant, les administrateurs de l'Église essénienne chrétienne du Québec, incluant moi-même, étions convaincus de contribuer au développement de l'Église et de la religion essénienne en versant dans un compte bancaire appartenant à l'Église essénienne chrétienne. D'autant plus qu'en 2017, des terres venaient d'être achetées au Panama pour y développer justement une communauté supplémentaire. Dans tous les cas, entre 2018 et 2021, c'est près d'un demi-million de dollars canadiens qui sont transférés par l'Église essénienne chrétienne du Québec vers un compte bancaire au Panama, le compte bancaire du FRO, selon l'information que nous avait transmise Goulwen Marot. La mort d'Olivier. Tout allait relativement bien jusqu'au malheureux décès d'Olivier Manitara dans la nuit du 10 au 11 juin 2020. Rappelons simplement que lors du décès d'une personne, la question du legs de ses biens est toujours un enjeu très délicat. Même que l'ensemble des systèmes juridiques dans le monde ont mis en place des méthodes visant un traitement adéquat des biens d'un défunt. Donc, dans le cas d'Olivier, celui-ci a mis en place un testament qui était très clair. Je lègue tout à mes enfants. Et si vous ne me croyez pas, encore une fois, je vous laisse littéralement une copie du testament. Évidemment, qu'un père prenne la décision de tout léguer à ses enfants, il n'y a absolument aucun problème. L'enjeu n'est pas là. Mais vous allez voir que ça va se corser
et vous n'avez pas idée à quel point. Le premier enjeu survient vers le début du mois de mars 2021. Vous vous souvenez de notre fameux Gouloin de Marot? Eh bien, ce dernier informe les administrateurs de l'Église assyrienne chrétienne du Québec, dont moi-même, que les versements effectués ne l'ont pas été dans un compte bancaire qui était sous contrôle de l'Église assyrienne chrétienne, au bénéfice donc du Fonds de réalisation de l'œuvre, le FRO, mais bien dans une fondation d'intérêt privé panaméenne nommée Dapachem International Foundation. Une fondation d'intérêt privé panaméenne. Oui, ça va devenir un peu technique, mais ne vous laissez pas intimider par le nom fondation. La fondation d'intérêt privé panaméenne, c'est une structure juridique qui s'apparente à un trust dans les pays anglo-saxons et au Québec, on parle plutôt de fiducie. Essentiellement, on vient former le trust ou la fiducie lorsque vous prenez un bien ou de l'argent et que vous le remettez entre les mains d'un ou plusieurs administrateurs qui ont alors la responsabilité de gérer le bien ou l'argent au profit d'une tierce personne. C'est donc une structure triangulaire disposant d'un constituant, d'administrateur et d'un bénéficiaire. Naturellement, je complétais mon baccalauréat en droit à ce moment-là et je comprenais très bien les impacts de ce qu'on venait de me dire. Et j'ai donc posé la question à Gouloin. Qui est le bénéficiaire de cette fondation viande à chien de Christ? Parce que si la réponse aurait été l'Église assyrienne chrétienne, tout va bien. Mais Gouloin va répondre Olivier Manitara. Je vais vous faire ça très simple. Ça a toutes les apparences d'évitement fiscal. Je veux dire, on parle ici de prendre les profits d'une organisation à but non lucratif pour les verser au bénéfice d'intérêts privés dans un paradis fiscal. C'est extrêmement problématique. Gouloin s'est justifié par le fait que ce mode de fonctionnement a été entre autres proposé par un avocat panaméen parce que l'Église ne parvenait pas à ouvrir un compte bancaire au Panama, entre autres du fait des scandales des Panama Papers. Encore une fois, c'est ce que m'a raconté Gouloin de Marot. Donc, ce faisant, pour ouvrir le fameux compte bancaire, il a été décidé d'utiliser le nom personnel d'Olivier par l'intermédiaire de cette fondation d'intérêt privé qui s'appelait Dapachem. Par ailleurs, Gouloin m'a précisé que même Olivier lui-même ne comprenait probablement pas les implications fiscales de cette structure. Encore une fois, ici, je vous rapporte ce qu'il m'a dit. Mais dans tous les cas, je dois souligner calmement que la consultation des relevés bancaires de Dapachem, que j'ai réussi d'ailleurs à avoir en ma possession, en partie, on va y revenir, semble quand même donner raison à Gouloin. Les achats effectués à l'époque étaient des matériaux de construction ou du matériel de nature religieuse, comme des statues, des bougies, etc. Et à l'exception du seul fait que Olivier s'est versé un salaire de 80 000 $ par année. Dans tous les cas, nous étions dans une situation difficile parce que le principal dirigeant, Olivier Martin, était mort et il léguait tout à ses 3 enfants selon son testament. Ce faisant, par la mécanique testamentaire, l'argent dans Dapachem International Foundation tombait en possession des enfants d'Olivier Manitara parce que sur papier, ce dernier était le bénéficiaire de la dite fondation. Les conflits. À ce moment, moi-même et le trésorier de l'Église assyrienne chrétienne du Québec, nous avons évidemment entrepris des discussions sur cette question. Nous avons pris la décision d'arrêter immédiatement les paiements vers ce compte bancaire panaméen, et ce, dès mars 2021, au moment où Gouloin de Marot nous avait dit oralement cette information. D'ailleurs, on a commencé à tenter d'expliquer à cette époque aux Esséniens et aux Esséniennes de manière très rationnelle les enjeux auxquels on faisait face, mais on se faisait répondre des dingueries, et dont le principal argument tournait plus ou moins autour de cela. C'est la volonté de Dieu! C'est la volonté de Dieu! C'est la volonté de Dieu! Ben oui, parce que si c'était comme ça, c'est probablement parce que Olivier l'en avait décidé ainsi. Mais or, comme je viens de vous dire, selon Gouloin, Olivier ignorait plus ou moins la situation fiscale qui avait été construite par Gouloin, entre autres. Mentionnons qu'Olivier n'avait pas d'études universitaires et ordonnait simplement à Gouloin de Marot de lui mettre en place des comptes bancaires qui fonctionnent pour assurer le développement de l'Église. Et ensuite, on l'a vu dans les relevés bancaires, il semble qu'Olivier utilisait effectivement les transactions qui sont contenues dans l'objectif de développer l'Église, avec l'exception du fait qu'il s'est versé un salaire. Heureusement,
Quelques Esséniens et Esséniennes ont compris rapidement les enjeux lorsqu'on expliquait la situation. Ils savaient aussi faire la distinction entre une gaffe faite par quelques individus et, entre autres, les intérêts de l'œuvre globale qui est la religion essénienne. Parmi ces personnes, on retrouvait notamment le président de l'Église essénienne chrétienne, Pierre-Antoine Marié, parce que j'ai quand même eu des profondes discussions avec lui sur ces enjeux. Il m'a informé qu'il était responsable de la succession d'Olivier Martin au Québec. Rappelons que M. Marié a été informé de la situation en même temps que nous. Il a été extrêmement surpris parce que ni lui, à titre de président de l'Église essénienne chrétienne, ni sa conjointe d'ailleurs, qui était la trésorière, n'avaient été informés de l'existence de d'Apachem. Bon, étant donné la situation très particulière que je viens de vous décrire, j'avais d'ailleurs recommandé à Pierre-Antoine Marié de consulter un fiscaliste. Étrangement, quand les paiements ont cessé vers Dapachem, il s'est soudainement formé, vers avril 2021, un comité des candidatures. C'est véritablement le nom qu'ils se sont donné. C'est un comité formé de quelques Esséniennes qui demandaient la destitution des membres des conseils d'administration de l'Église essénienne chrétienne et de l'Église essénienne chrétienne du Québec. Parce que vient le mois de juillet 2021. Alors là, si vous pensez avoir tout vu. Donc le 4 juillet 2021, à 14h58, et c'est important de le retenir, 14h58, je reçois un courriel et le courriel est signé de la présidente de l'Église essénienne chrétienne du Québec, Madame Janine Veilleux. Janine Veilleux demande une assemblée des membres et invoque la validité d'un contrat que nous n'avions jamais vu, moi-même et les administrateurs de l'Église essénienne chrétienne du Québec. Le contrat n'a jamais été signé, bien que sur le contrat, il y ait des témoins qui y figurent affirmant avoir été témoins d'une signature. On y retrouve aussi dans le document le testament d'Olivier. Puis, toujours le 4 juillet 2021, mais cette fois-ci à 15h55, moi et les administrateurs de l'Église essénienne chrétienne du Québec, on reçoit un courriel signé « Les enfants d'Olivier Manitara » et dont le titre du courriel relevait de la fondation d'Apachem. Donc, en évoquant un contrat qu'on n'avait jamais vu de notre vie et qu'on n'avait jamais signé à titre de partie débitrice, donc c'est-à-dire pour l'Église essénienne chrétienne du Québec, les enfants d'Olivier Manitara ont affirmé qu'on leur devait un paiement de 78 000 $. On parle évidemment du même contrat que celui envoyé par Janine Veilleux une heure auparavant, sauf que soudainement, les fameux témoins de la signature, la non-signature, rappelons-la ici, parce que le contrat n'a jamais été signé, seront absents de la version envoyée par Dapachem. Vous comprendrez qu'en bon administrateur, j'ai demandé ce qui s'était passé avec l'argent déposé dans Dapachem. Plus précisément, j'ai demandé les états financiers et les enfants d'Olivier Manitara, à travers ce courriel, m'ont plus ou moins envoyé promener avec des arguments pseudo-juridiques. Par la suite, dans les mois de juillet 2021, des élections de l'Église essénienne chrétienne du Québec seront tenues sans respecter les règlements généraux et des modifications seront faites au registre des entreprises du Québec sans notre autorisation. C'est d'ailleurs là, au registre des entreprises du Québec, où sont inscrits les noms et les adresses des administrateurs. Par ces modifications, nous serons tous remplacés. Ces changements permettent donc à certains individus de prendre possession des comptes bancaires de l'Église essénienne chrétienne du Québec à la Banque de Montréal, la BMO. Parmi ces individus, on retrouvera d'ailleurs Florent Tchétchéla, un personnage sur lequel je vais revenir. Évidemment, on a réussi à faire fermer le compte bancaire lorsque la BMO a été informée des virements vers le Panama et ils ont aussi été informés de la situation conflictuelle. Puis comme je vous l'ai expliqué tantôt, l'Église essénienne chrétienne du Québec recevait, rappelons-le, son mandat de l'Église essénienne chrétienne. Et c'est l'Église essénienne chrétienne qui est propriétaire de la terre qui constitue aujourd'hui le village essénien de l'Érable. En somme, l'Église essénienne chrétienne du Québec était dans les faits devenue une coquille vide, sans compte bancaire et sans terrain. Mais, et c'est important de le dire, on n'était pas inquiet. Parce que vous souvenez-vous du statut de visiteur, c'est ce statut qui accorde les pouvoirs d'une assemblée à une personne au sein de l'Église essénienne chrétienne. Eh bien, Gouloine Marot nous a sorti un document et nous a précisé que des modifications avaient été faites au registre des entreprises du Québec et au moment de son décès, Olivier Manitara n'était plus l'archevêque de l'Église essénienne chrétienne. Il avait, selon ce document, délégué ce statut à sa mère, Mme Gisèle Royer. Conséquemment, il s'est installé une sorte de statu quo à partir, je dirais, du mois d'août 2021, dans lequel l'Église essénienne chrétienne du Québec, l'Église fille, était devenue une coquille vide et l'Église mère, l'Église essénienne chrétienne, disposait dans les faits de la propriété du village essénien de l'Érable. Entre-temps, on m'a également nommé sur le conseil d'administration de l'Église essénienne chrétienne. Puis apparaît donc dans notre histoire un personnage absolument fascinant, Florent Tchétchéla. Et si vous pensiez avoir tout vu avec la disparition d'un demi-million de dollars dans un compte bancaire, dans un paradis fiscal,
je vais vous dire que je ne peux pas écarter de cette histoire le leadership qui a été exercé par Florent Cecela. La montée de Florent Cecela. Florent avait un statut particulier au sein de la religion essénienne, celui de prêtre de la 4e marche. Ce qui fait en sorte que les médiocres prêtres de la 2e marche, comme moi-même, et ce malgré 2 licences, une en droit, ainsi qu'une en sciences de religion et en théologie, entre autres, ou encore M. Marier, le président de l'Église essénienne chrétienne, lui un prêtre de la 3e marche, titulaire d'une maîtrise de la London School of Economics, eh bien nous, des prêtres et administrateurs formés, on n'avait absolument aucune idée de comment bien gérer l'Église, parce qu'on n'était pas prêtre de la 4e marche. Mais pour Florent, les prêtres de la 4e marche seraient sûrement d'excellents gestionnaires, même si certains, comme Florent Cecela, n'avaient pas fini le lycée, ou comme on dirait au Québec, n'avaient pas de secondaire 5. Et donc Florent a commencé à former un cercle autour de lui, aidé notamment par le comité des candidatures dont je vous ai parlé tantôt, et à convaincre beaucoup d'Esséniennes et d'Esséniens que les administrateurs de l'Église essénienne chrétienne étaient des voleurs et qu'il fallait que faire confiance à certains des prêtres de la 4e marche qui, eux, étaient restés fidèles à Dieu. Je dois souligner également qu'il a su utiliser à son avantage le climat social particulier de l'époque. Covid-19 pour coronavirus disease ou maladie du coronavirus. Sur la pandémie de Covid-19, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Rappelons en avril 2021 qu'il y a eu 2 cas de COVID-19 dans la communauté essénienne à Cook-Sheridan. La santé publique a tenté de faire un dépistage en avril 2021 et donc un dirigeant responsable du dossier a évidemment transmis un courriel aux résidents du village essénien afin de les informer de la situation et qu'un dépistage sera effectué au bâtiment d'accueil ici au village essénien de l'Érable. Il n'en fallait pas plus pour radicaliser une partie significative de l'Assemblée des Esséniens et des Esséniennes, qui ont vu l'incarnation du mal dans les dirigeants et administrateurs de l'époque, notamment du fait de notre coopération avec les autorités sanitaires. Évidemment, Florent et d'autres personnes d'ailleurs, parmi lesquelles figuraient des gens issus du comité des candidatures, ont commencé à entreprendre une campagne de salissage à l'égard des administrateurs. Mais ce sont des détails. La goutte qui a fait déborder le vase est venue vers le même moment, toujours donc en avril 2021, et elle est venue d'une ordonnance de la santé publique qui a demandé la fermeture des lieux de culte du fait notamment de l'éclosion de COVID-19 dans la communauté essénienne. Et donc, encore une fois, comme dirigeants et administrateurs, nous devions respecter cette ordonnance et demander aux Esséniens et aux Esséniennes de pratiquer leur religion chez eux le temps que l'ordonnance prenne fin. Le village essénien de l'Érable, situé à Cook-Sheridan, est frappé par une éclosion de COVID-19. Il y a des personnes dans la communauté qui ont été un peu plus récalcitrantes à suivre les recommandations de la santé publique. Cet administrateur assure que toutes les activités spirituelles ont lieu en ligne depuis 1 an, mais une vingtaine de récalcitrants se seraient rassemblés dernièrement. 2 de ces personnes-là ont testé positif à la COVID-19, d'autres attendent leurs résultats. Lundi, la santé publique a ordonné la fermeture du lieu de culte. Suite à cette ordonnance-là, évidemment, nous, on l'accueille. On va s'assurer que les lieux publics ne soient pas fréquentés et on va respecter cette ordonnance-là, puis on va s'assurer qu'elle soit respectée par les personnes ici dans la communauté. Cette situation a été perçue par beaucoup d'Esséniennes et d'Esséniens comme une provocation et une volonté de notre part de leur empêcher de pratiquer leur religion. Et donc, très rapidement, malgré des discours explicatifs, ça tombait dans les oreilles de sourds. Et entre-temps, Florent a incité plusieurs personnes à arrêter de payer leurs contributions communautaires, qui servaient d'ailleurs à faire fonctionner le village essénien. Puis on a été forcé d'entreprendre des procédures judiciaires pour procéder à des expulsions parce que le climat social dans la communauté devenait beaucoup trop tendu. Donc, avec les cumuls des procédures judiciaires et plusieurs personnes qui cessaient de collaborer financièrement au fonctionnement du village essénien, on a dû chercher des moyens pour générer des revenus. C'est à ce moment que mon frère a réalisé que la majorité de la communauté essénienne était en fait remplie de pain, dont l'âge avait dépassé les 60 ans. Certains d'entre eux commençaient à mourir à leur base, puis parce qu'à l'origine, une partie du lot principal que constituait le domaine de la famille Drolet était en réalité une plantation de pin. Donc, mon frère a fait venir un technicien forestier qui a procédé à une évaluation du terrain, notamment à l'aide d'un ingénieur forestier, et on nous a simplement dit de tout raser. Parce que la forêt était à risque d'un effondrement, ce qu'on appelle un chablis. Donc, un contrat a été signé entre mon frère et l'Église essénienne chrétienne du Québec pour procéder à la coupe des arbres. L'objectif avec la coupe d'arbres était évidemment de replanter des arbres par la suite,
plus précisément des érables, afin de poser une érablière à sucre dans le village. Le milieu naturel et les sols étaient d'ailleurs adéquats pour l'installation d'une érablière. Et mon frère et mon père ont commencé à couper des arbres. Mon frère, qui est aussi un prêtre de la 4e marche, accomplissait donc les rites esséniens le matin avant d'entreprendre les coupes. Dans tous les cas, alors que rien dans la religion essénienne n'interdit la coupe d'arbres, qui est effectuée de la manière prescrite selon les commandements de l'archange Gabriel, commandement que je viens de vous montrer, eh bien, Florent Cecela a fait circuler ce message. S'il y a bien quelqu'un qui s'opposait à la coupe des arbres, vraiment, c'était bien Olivier. Et souvent, il s'est dressé d'une manière farouche contre la coupe des arbres dans des villages esséniens. Vous savez, un arbre, qu'il soit planté naturellement, qui pousse naturellement ou qu'il ait été planté par la main de l'homme dans l'unique but d'être exploité, reste un être vivant. On ne coupe pas les arbres pour ces raisons-là. C'est comme vouloir en fait compte tuer un bébé trisomique. All right, men, grab your guns and your Bibles. Il n'en fallait pas plus pour que des personnes, notamment des mineurs et des personnes âgées, tentent de se jeter devant de la machinerie lourde en déplacement ou les arbres qui tombent. Il a même fallu qu'on engage des gens de chez Garda pour protéger les périmètres de coupe de bois. Et ça, c'était quand on n'était pas pris nous-mêmes à devoir nous interposer. Durant l'année 2021 et une partie de l'année 2022 notamment, le comité des candidatures, quelques personnes et Florent Cecela ont réussi à accumuler plus de 200 000 $ en donations d'Esséniens et d'Esséniennes, et ce, en détournant les contributions communautaires, en recevant des donations du culte de la lumière qui normalement devait revenir à l'Église mère. La contribution communautaire, c'est simplement un montant mensuel, normalement de 400 $, que les membres qui résident à l'intérieur d'une communauté essénienne vont remettre à l'Église-Fille afin d'assurer la gestion et le maintien des lieux. Et donc, moi, à titre de résident du village essénien de l'Érable, je remettais habituellement un montant de 400 $ mensuellement. Ceci dit, concernant la contribution communautaire, j'ai cessé ces paiements pour des raisons techniques que je vais expliquer tout à l'heure. Concernant le culte de la lumière, c'est un montant de 100 $ dans la devise nationale qui est remis par l'Essénien ou l'Essénienne qui devient parent de la lumière afin de contribuer au développement de l'Église. Normalement, cet argent est remis à l'Église mère, donc à l'Église essénienne chrétienne dans notre cas. L'argent était par la suite réinvesti, notamment pour l'achat de terres ou la construction d'immeubles. Durant l'année 2021 et une partie de l'année 2022 notamment, le comité des candidatures, quelques personnes et Florent Cecela ont réussi à accumuler plus de 200 000 $ en donations d'Esséniens et d'Esséniennes, et le tout afin d'entreprendre des procédures judiciaires. Et je peux vous dire que les procédures judiciaires s'en sont suivies et le résultat du procès ne sera pas à notre avantage. C'est important de le dire, Florent Cecela ne s'opposait pas uniquement à une question d'ordre administratif. Il avait aussi une dissension de nature théologique sur laquelle il a profondément joué, et d'autres avec lui d'ailleurs. Il réclamait la nomination de Nazar Guérin, le fils aîné d'Olivier Manitara, au titre d'archevêque, de visiteur dans les faits. Or, les administrateurs et les dirigeants de l'Église essénienne chrétienne et de l'Église essénienne chrétienne du Québec, dont moi-même, on connaissait bien Nazar. Celui-ci était au Panama lors de l'année du décès de son père en 2020, et historiquement, il ne participait pas vraiment aux activités de la religion essénienne. Il n'avait pas fait d'études supérieures, il ne cherchait pas vraiment à affiner ses formations au sein de la religion essénienne, il n'avait jamais donné de conférences, et moi, je ne l'avais personnellement pas vu dans une cérémonie essénienne d'importance depuis plusieurs années. On vantait seulement le fait qu'il avait participé, alors d'ailleurs qu'il était mineur, à la première formation des Silunes, une formation qui va devenir l'initiation réservée à la prêtrise essénienne de la 2e marche. Puis il avait un dernier souci d'ailleurs très important, c'est que Nazar avait quand même des problèmes de consommation depuis des années. Encore une fois, quelques administrateurs ou dirigeants en ont été témoins à un moment ou un autre. Je le témoigne moi-même. Je le témoigne ici. Moi, j'ai un témoignage vivant. C'est un témoignage. J'ai parlé avec Nazar quand il était ici, où il me proposait justement d'acheminer la cocaïne ici.
Il me proposait parce qu'il sait que mon business marche et que j'ai des relations avec des transporteurs. Je vous le dis ici dans ce groupe. D'ailleurs, cet élément-là de sa consommation de drogue, notamment de la neige blanche, il l'a lui-même avoué sous serment dans un procès en diffamation qu'il a intenté contre d'anciens administrateurs et dirigeants auxquels il leur reprochait d'avoir déclaré publiquement qu'il consommait de la drogue. Les problèmes de consommation, j'estime que ça se soigne. Et la formation, ça peut se parfaire ou se compléter. Mais de faire Nazar l'archevêque, c'est-à-dire le visiteur au sens de la loi sur les corporations religieuses, en lui accordant les pouvoirs d'une assemblée, évidemment, on a essayé de négocier avec Florent. Est-ce qu'on peut avoir des engagements écrits de la part de Nazar? Est-ce qu'il pourrait être formé avant de prendre le poste? Pourriez-vous répondre à certaines questions, d'ailleurs, sur l'usage des fonds au Panama? Mais parlant à Florent, c'est parler à un mur. Et pour Florent, Nazar devait être nommé archevêque visiteur immédiatement, tout de suite, sans absolument aucune concession. Et d'ailleurs, penser autrement, c'était être l'incarnation du mal, parce que c'était aller contre la parole d'Olivier. Vous vous souvenez du fameux texte théologique de 2015? Olivier souhaitait créer donc une dynastie royale. Ce sont les mots utilisés, et il souhaitait notamment que son fils lui succède. Le problème, c'est que ce texte, justement, date de 2015. Et les problèmes de consommation de Nazar ont commencé dans les années suivantes, du moins de manière apparente, vers 2017-2018. Le texte n'a pas été mis à jour. Et je précise aussi que Florent a été nommé responsable de la succession d'Olivier Menta au Québec, notamment après que j'ai tenté d'informer l'Assemblée sur certains des enjeux fiscaux que soulevait la fondation d'Apachem, et ce alors que Pierre-Antoine, qui était l'ancien responsable de succession, tentait d'obtenir une consultation auprès d'un avocat fiscaliste. Et d'ailleurs, comme vous le verrez, un courriel avait été envoyé à la notaire responsable d'une partie de la succession à l'époque pour demander la destitution de Pierre-Antoine. Ce courriel avait été envoyé directement par Fanny Guérin. Le nouveau responsable de la succession, à ce moment-là, était devenu Florent Tchétchéla. Et vous verrez qu'il deviendra un personnage de plus en plus important au fur et à mesure de cette vidéo. Florent a déposé des procédures judiciaires pour demander la nomination de Nazar à titre d'archevêque de l'Église. Tchétchéla contre Église essénienne chrétienne. Je vais vous expliquer de manière très simple ce dossier dont la décision a été rendue le 7 septembre 2022. L'Église essénienne chrétienne est une corporation religieuse fondée en 2006, dont le dirigeant Olivier Martin est décédé subitement le 11 juin 2020. Cela a mené un conflit entre deux factions quant à la succession du poste de visiteur. Le visiteur est le dirigeant suprême de la corporation car il dispose, selon la loi sur les corporations religieuses, du pouvoir d'une assemblée des membres. Selon les documents constitutifs, et notamment une charte déposée en 2015, la succession devait se faire automatiquement au fils aîné, en l'absence de directives contraires. Ainsi, Nazar Guérin, fils aîné de M. Martin, serait devenu le visiteur. Une résolution datant de février 2020, non dressée de façon claire ni produite dans ses originaux, aurait nommé la mère de Martin, Mme Gisèle Godet, comme visiteur. Apparemment, pour des raisons fiscales liées à une transaction immobilière en France. La transaction concernée était la vente du terrain occupé par Terra Nova, la première communauté essénienne, et ce, à l'Église essénienne chrétienne. Or, les profits de la vente auraient été empochés par Olivier, car il était le propriétaire de la terre occupée par Terra Nova. Cela aurait constitué alors un conflit d'intérêts, car il était également le principal dirigeant de l'entreprise qui procédait au rachat. L'original de la résolution de février 2020 n'a pas été produite au dossier. Seules des copies papier et un PDF sur clé USB ont été présentés comme preuve secondaire. Le tribunal a appliqué strictement l'article 2860 Code civil du Québec, exigeant la production de l'original, sauf en cas de bonne foi, diligence et impossibilité à produire l'original. Ici, l'Église essénienne chrétienne n'a pas pu démontrer ni sincérité ni diligence à travers M. Gouloin-Marot. Ainsi, le PDF et les copies papier sont jugés irrecevables, faute de métadonnées, de fiabilité documentée du document ou même de son authenticité vérifiable. Le tribunal a statué que Nazar Guérin est le visiteur légitime de l'Église essénienne chrétienne depuis le décès de son père, Olivier Martin. La résolution de février 2020 est jugée caduque à la mort de Martin, car son objectif était lié à une transaction immobilière qui ne s'est pas réalisée, la rendant irrémédiable et sans effet. La juge, jugeant par ailleurs que la transaction immobilière concernée aurait entraîné des conséquences négatives sur le plan fiscal. J'espère que vous avez aimé ce résumé parce que j'ai simplement demandé à ChatGPT de m'en faire un. Mais bon, j'ai quand même lu la décision.
Et en somme, la fameuse résolution que Goulwen avait mentionnée, eh bien c'était de la merde. Il n'a jamais eu en sa possession l'original. La version déposée au livre des minutes était vraisemblablement falsifiée. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'il a fini par avouer en 2023, selon ce que m'a raconté des personnes qui résident au village de Terra Nova en France. Quand je lui en ai parlé d'ailleurs à Goulwen, il m'a dit qu'il n'était pas seul à être d'accord à falsifier ce document, renvoyant la responsabilité, disons-le ainsi, à Pierre-Antoine Marié. Or, j'ai discuté avec Pierre-Antoine Marié de cette question et lui, au contraire, nie cette affirmation de Goulwen. Maintenant, une question normale qui viendrait de la plupart d'entre vous serait « Mais pourquoi ne pas avoir mis en preuve les éléments relatifs à Dapachem que je viens de vous expliquer? » Bien, c'est pour la simple et bonne raison que la déclaration de Goulwen concernant la résolution qui nommait Gisèle Archevêque faisait du sens. Mais après réflexion, je réalise que le dossier de la fondation Dapachem l'impliquait beaucoup trop personnellement. Donc, je n'ai personnellement pas porté une grande attention à ce procès. À l'époque, je venais d'être engagé comme enquêteur dans le volet charte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et je travaillais d'ailleurs à temps plein. Je venais d'avoir une petite fille et puis je travaillais aussi à terminer ma maîtrise en sciences et religions. Mais avec le recul, cela aura été une très grave erreur de ma part. J'aurais dû, dans les faits, insister beaucoup plus sur Dapachem. Ce faisant, dans tous les cas, Florent Tchétchélas s'est retrouvé président de l'Église essénienne chrétienne et de l'Église essénienne chrétienne du Québec en septembre 2022 et il a placé rapidement autour de lui des dévots à sa personne sur son conseil d'administration ou dans certaines fonctions dirigeantes. Et Nazar Guérin s'est retrouvé, par le fait même, le visiteur de l'Église essénienne chrétienne, son principal dirigeant, son archevêque. Et vous savez ce qui a été fait dès qu'ils ont repris le pouvoir? Bien évidemment, ils ont recommencé à verser de l'argent, entre autres à Nazar et à Fanny Guérin. Une ancienne collaboratrice a accepté de me remettre un seul relevé bancaire de l'Église essénienne chrétienne du Québec qui est tombé en sa possession vers août 2024. Et vous voyez juste ici, dans les relevés bancaires, c'est écrit « Héritier OM ». Ça veut dire les héritiers d'Olivier Manitara qui reçoivent des montants mensuels de l'Église, qui, je le rappelle, est quand même une organisation à but non lucratif. Église essénienne chrétienne contre ville de Cook-Sheridan. Rappelons que pendant que se déroulait sous nos yeux la montée de Florent Tchétchélas, il ne faut pas oublier une autre situation difficile qui avait été traversée par l'Église essénienne chrétienne, le fameux conflit avec la ville de Cook-Sheridan. Ce dossier, j'en aurais long à dire. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière de plus d'1 heure, mais pour les besoins de la vidéo, je vais devoir être concis. Les institutions municipales du Québec. Au Québec, vous avez diverses organisations gouvernementales qui réglementent l'utilisation qui peut être faite d'un même et unique terrain. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons entre autres la municipalité qui a le statut de ville, donc la ville de Cook-Sheridan, qui est notamment régie par la loi sur les cités et les villes. La MRC, c'est-à-dire la municipalité régionale de comté, qui régit notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et tantôt la MRC et la ville de Cook-Sheridan peuvent d'ailleurs être impactées par la loi sur la fiscalité municipale. Puis vient finalement la CPTAQ, c'est-à-dire la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, régie notamment par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Bon, des dizaines d'autres lois peuvent impacter les municipalités, mais retenez pour l'instant la loi sur la fiscalité municipale et la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le problème initial, disons de manière simple, c'est qu'une personne élue maire de la ville de Cook-Sheridan en 2010, Noël Landry, n'était pas content de l'existence de l'article 204, paragraphe 12 de la loi sur la fiscalité municipale qui se lit comme suit. Sont exempts de taxes foncières municipales ou scolaires un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse ou d'une fabrique, utilisée par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d'un revenu, mais dans la poursuite immédiate de ces objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ces dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins. Bon, je vais vous faire ça court. Cette disposition de la loi permet à l'Église essénienne chrétienne d'être exemptée du paiement des taxes foncières. Puis à chaque année au Québec, vous savez, depuis une trentaine d'années d'ailleurs, vous allez trouver un politicien ou un juriste fâché de l'existence de cet article de loi. Évidemment, au Québec, absolument rien ne bouge concernant cette disposition de la loi sur les fiscalités municipales, parce que comme tout le monde le sait, les lobbies religieux n'ont absolument aucune influence au Québec grâce à la loi sur la laïcité. Au
Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, est montrée du doigt pour ingérence politique. La ministre est intervenue personnellement dans le contenu d'un cours sur la Palestine au cégep Dawson à Montréal. Elle a exprimé des réticences à propos de ce cours intitulé « Appartenance palestinienne ». Alors, plusieurs considèrent que la ministre a bafoué le principe de la liberté académique et qu'elle s'est placée en situation de conflit d'intérêts. Pascale Derry a été membre du conseil d'administration du Centre des affaires israéliennes et juives. Ouais. Dans tous les cas, c'est donc plusieurs dizaines de milliers de dollars que la ville de Cook-Chariton ne réussissait pas à obtenir en taxes potentielles. Et d'ailleurs, petit commentaire. Vous saviez que le maire Noël Landry était notre voisin? Voyez-vous, ça, c'est l'édifice dans lequel la ville de Cook-Chariton nous a reproché de faire des cultes. Ça, c'est le terrain de la famille Landry. On leur dit bonjour. D'ailleurs, je dois quand même souligner que ici, à côté du terrain, c'est un de ses fils qui habite là, un des fils à M. Landry, et c'est un monsieur extrêmement gentil, qui a d'ailleurs, à certains moments, pris notre défense et essayé de convaincre son père de l'irrationalité de certaines décisions. Dans tous les cas, je pense que cette information-là est quand même intéressante. Je dois aussi souligner que l'Église était dans une importante phase de développement et qu'il y a eu des constructions faites, soit sans permis, dans certains cas, soit en violation de certaines normes sur les bâtiments. Les administrateurs aussi se sont retrouvés devant des dossiers complexes sans avoir les connaissances nécessaires pour les gérer. De fil en aiguille, la ville de Cook-Chariton a imposé des amendes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'Église assyrienne chrétienne, mais heureusement, après un court procès en cour municipale, plusieurs de ces amendes ont été réduites à quelques milliers de dollars. Plusieurs des infractions reprochées ont été réglées, mais la majeure, qui demeure présente, c'était celle de faire ou de maintenir un lieu de culte. Au-delà de la ville de Cook-Chariton, il faut aussi savoir que la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, était impliquée, faisant ici référence à la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Encore une fois, pour les besoins de l'histoire, gardons la chose simple, la CPTAQ reprochait à l'Église assyrienne chrétienne d'avoir des cultes sur un zonage agricole. Il fallait donc, dans ces conditions, procéder à une demande de dérogation à la CPTAQ. Bon, il y a eu des rencontres avec la CPTAQ avant que les administrateurs réalisent spécifiquement qu'ils devaient demander des dérogations pour les lieux de culte. Ça a d'ailleurs été aussi un problème initialement avec la ville parce que jusqu'aux environs de 2015, les administrateurs de l'époque étaient convaincus que les zonages et les autorisations permettaient l'exercice des cultes. Il y a eu une rencontre spécifiquement en 2015 avec la CPTAQ pour demander cette dérogation autorisant les lieux de culte. La demande de dérogation en question a été refusée par la CPTAQ et la raison étant qu'il faut respecter les règlements municipaux de la ville de Cook-Chariton pour l'obtenir. Précisons d'ailleurs que la CPTAQ en 2015 a également émis une ordonnance pour détruire 30 bâtiments sur le zonage concerné. La ville, elle, de son côté, nous reprochait une infraction à un règlement municipal qui consistait à maintenir un lieu de culte dans un zonage qui l'interdit. Et donc, nous avons formulé des demandes de modification de zonage à la ville de Cook-Chariton. Et ça, d'ailleurs, à 2 reprises. La ville de Cook-Chariton, dans les 2 cas, a refusé sans véritable motif. Je dis sans véritable motif parce que quand on a quand même essayé d'avoir des discussions avec certains élus de la ville, on se faisait répondre qu'il s'était fait dire par le maire et le directeur général de la municipalité que le dossier était d'une manière ou d'une autre dans les mains de la CPTAQ. Un autre fait notable d'ailleurs, Noël Landry, avant d'être maire de la ville de Cook-Chariton, était le président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Et pour la petite anecdote, lorsque la CPTAQ doit rendre une ordonnance, elle doit consulter l'UPA. Semble-t-il que le maire Noël Landry a réussi à nous placer dans un match de tennis qui opposait la CPTAQ et la ville de Cook-Chariton. La CPTAQ nous reprochant de violer les règlements de la ville et la ville de Cook-Chariton nous reprochant de faire un culte dans un zonage qui l'interdit. Je saute ici quelques étapes et je vous évite par le fait même un cours très complexe de droit administratif et constitutionnel, mais essentiellement, le tout a finalement été porté en cour supérieure pour 2 motifs. Le refus de la ville de modifier le zonage n'était pas motivé, ce qui constitue une violation de l'équité procédurale. Je vais revenir d'ailleurs sur cet élément.
Et le règlement de la ville est inconstitutionnel en ce qu'il empêche une pratique religieuse pour des raisons qui sont injustifiables dans une société libre et démocratique. De son côté, la ville de Cook-Chériton a répliqué en demandant la cessation de la pratique des cultes, ce qu'on appelle, sur le plan procédural, une demande reconventionnelle. Retenez tout d'abord que la religion essénienne a ses particularités, parmi lesquelles une proximité avec la nature et la nécessité donc que certains de ces lieux de culte, oui, parce qu'il y en a plusieurs et on va y revenir, soient proches de la nature, incluant même des lieux de culte situés directement en nature. Ces éléments sont évidents et ça a d'ailleurs été aisément mis en preuve dans le dossier de la Cour supérieure par moi-même comme témoin. Lors de l'instruction, M. Cléré a présenté une vidéo d'une visite virtuelle du site. On y remarque qu'il ne s'agit pas d'un lieu luxueux, mais bien d'un endroit où les bâtiments sont d'allure plutôt rustique et où il y a beaucoup d'arbres. Certains lieux où se font les rituels à l'extérieur, d'ailleurs, ne sont pas accessibles facilement. Cette décision rendue par la Cour supérieure est absolument fascinante. Elle est fascinante à lire parce qu'essentiellement, on y retient tout d'abord qu'il y a bien eu une violation de l'équité procédurale. Peut-être que plusieurs d'entre vous entendent pour la première fois l'expression « équité procédurale ». Et je pense que la meilleure façon de vous l'expliquer est de tirer profit d'un livre utilisé durant la formation du barreau. Et donc, l'équité procédurale, en fait, consiste simplement à assurer que le citoyen a le droit de faire valoir sa position correctement et d'une manière qui respecte, comme le nom l'indique, la procédure de manière équitable. La Cour suprême a déterminé qu'une municipalité est assujettie d'ailleurs à une obligation d'équité procédurale lorsqu'elle évalue le bien fondé d'une demande de modification du règlement de zonage qui émane d'un citoyen. Dans l'arrêt « Congrégation des témoins de Jéhovah de Saint-Jérôme-Lafontaine contre Village de Lafontaine », la congrégation était à la recherche d'un site approprié pour établir un lieu de culte sur le territoire de la municipalité. Comme vous le voyez, cela ressemble étrangement à la situation vécue par la ville de Cook-Chériton. Et normalement, la Cour supérieure aurait dû s'en tenir à ce que la Cour suprême disait à cet égard. La Cour suprême a conclu que le devoir d'équité procédurale de la municipalité envers la congrégation l'obligeait à examiner soigneusement les demandes de dérogation et à motiver ses refus. La Cour suprême a annulé le deuxième et le troisième refus de la municipalité de modifier le règlement de zonage et a renvoyé l'affaire à la municipalité pour que cette dernière examine à nouveau la demande de modification de zonage présentée par la congrégation. Et dans le contexte ici qui nous intéresse, il est important de préciser que la Cour supérieure, plutôt que de retourner la décision à la municipalité, a simplement dit qu'il n'y avait pas de violation de la liberté de religion et elle a décidé de prononcer elle-même la décision. Or, c'est là que les choses auraient été intéressantes parce que la municipalité aurait eu l'occasion de voir notre plan d'aménagement. Plan d'aménagement qui fait en sorte que, certes, il y a des lieux de culte au village essénien de l'Érable, mais également, il y a des zones qui permettent, entre autres, la récolte des taxes par les municipalités. Donc, cette balance entre notre droit de religion et la nécessité pour la communauté de Cook-Chériton de récolter quelques taxes aurait été rencontrée. Mais la Ville n'a jamais eu la chance d'entendre notre plan d'aménagement. Parce que, comme l'a constaté la Cour supérieure, il y a eu violation de l'équité procédurale. Elle ne nous a jamais entendus sur ces questions. Et donc, l'analyse du tribunal se continue pour parvenir à la conclusion qu'il n'y a pas de violation de la liberté de religion. La décision a rejeté notre demande et elle a accueilli la demande de la Ville d'interdire la pratique des cultes sur le terrain occupé par l'Église essénienne chrétienne. Notre prétention, c'est que cette décision est entachée d'une erreur parce qu'elle a donné d'abord une portée beaucoup trop large à la neutralité religieuse de l'État, notamment si on se fie à la portée qui avait été accordée antérieurement par la Cour suprême du Canada. Et dans les faits aussi, on omettait le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une simple proximité avec la nature, mais certains des cultes doivent se dérouler directement en nature. Dans ces circonstances, vous pouvez faire appel d'une décision de la Cour supérieure au Québec en Cour d'appel du Québec, et donc, naturellement, c'est ce qui a été fait. Sauf que je vous précise qu'au Québec, l'appel n'est pas automatique. Vous devez faire une demande d'autorisation d'appel. Et je tiens à préciser que les demandes d'autorisation d'appel accordées sont extrêmement rares. La très grande majorité des demandes d'autorisation, dans les faits, sont rejetées. Mais l'Église essénienne chrétienne a obtenu l'autorisation d'appel le 7 mars 2022. Normalement, dans les mois qui vont suivre, les mémoires vont être par la suite déposées, chose qui a été faite vers août 2022. Parce que, rappelons-le, dans la procédure de la Cour d'appel, vous faites votre demande d'appel, vous déposez vos procédures à cet effet.
L'autorisation est accordée. Vous déposez ensuite des mémoires qui constituent vos arguments et par la suite, des représentations finales peuvent avoir lieu. Ce sont des plaidoiries finales sur le fond du dossier. Or, vous rappelez-vous que Florent Tchétchéla est devenu le président des deux églises vers le 9 septembre 2022? Bon, je vous explique un peu le mode de fonctionnement de la Cour d'appel du Québec avant de parler de Florent. En cour d'appel, lorsque les plaidoiries finales viennent, elles sont entendues par un banc de 3 juges et ces plaidoiries finales sont normalement très courtes. Les parties ont déjà amplement déposé de la paperasse sous forme de mémoires et ils ont exposé amplement leurs arguments dans ces mémoires. Ce qui fait que régulièrement, lors des plaidoiries finales, les juges vont dire aux parties qu'elles reviennent dans quelques instants à la fin des plaidoiries. Conséquemment, les plaidoiries se terminent, les 3 juges se lèvent, disparaissent quelques minutes, puis reviennent et normalement, 2 choses peuvent se produire. Tout d'abord, la Cour va prendre sa décision en délibéré ou la Cour va rendre sa décision sur le banc. À ce moment-là, la décision est souvent partiellement écrite et les plaidoiries viennent mettre de la chair autour de l'os. Régulièrement, la Cour va rendre une décision sur le banc puis remettre la décision écrite quelques jours plus tard. Donc, ceci expliqué, nous avons fait le suivi des procédures devant la Cour d'appel en ce qui concerne le dossier qui nous opposait avec la ville de Cook-Sheridan et les audiences ont été reportées à quelques reprises. Je l'ignore ce qui a été la raison pour laquelle le dossier a été reporté. Mais le dossier en tant que tel était désormais entre les mains de Florent Tchétchéla, le nouveau président de l'Église essénienne chrétienne et de ses avocats. Chose certaine, nous avons consulté le rôle des audiences et une audience pour les plaidoiries finales était finalement enfin prévue le 5 juillet 2023. C'est donc dans le plaisir et dans l'allégresse que ma mère et moi avons pris la voiture pour descendre de Cook-Sheridan vers la Cour du Québec, et ce, le matin du 5 juillet 2023, afin d'entendre l'audience qui était prévue vers 9h30, et ce, à la Cour d'appel du Québec, à Montréal. Même rendu à Montréal, nous avons été rejoints par une professeure d'université en sciences des religions, une professeure de l'UQAM, qui avait fait des recherches à l'égard des Esséniens. Elle est d'ailleurs l'une des seules à avoir fait une publication et un terrain avec nous. Commence devant nous à défiler les dossiers en cour d'appel, mais dans mon cœur de juriste, quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose cloche. Je réalise rapidement que les dossiers qui défilent sont des demandes d'autorisation d'appel, et non des plaidoiries sur le fond. Donc je me lève et je vais consulter le greffier. Le greffier me répond rapidement « Un acte de désistement d'appel a été déposé la veille. » Vous avez bien compris. L'Église essénienne chrétienne s'est désistée du dossier la veille des plaidoiries finales et alors qu'il ne restait qu'une trentaine de minutes de plaidoirie. L'investigation. À l'été 2023, j'avais quelques délais entre la réussite de mes examens du barreau et le début de mon stage de droit qui est d'une durée de 6 mois et qui est nécessaire pour être assermenté comme avocat. Donc, plutôt que de me reposer, j'ai décidé d'entrer dans cette histoire et d'enquêter à temps plein. C'est d'ailleurs ce qui me permet aujourd'hui de vous faire cette vidéo, parce qu'une partie significative des documents d'importance qui me permettent aujourd'hui de comprendre cette histoire et de vous l'expliquer, bien, j'ai réussi à les obtenir à l'été 2023. Donc, à l'été 2023, Goulouin a notamment accepté de me remettre les relevés bancaires de Dapatchem en sa possession, soit de la création de Dapatchem jusqu'aux environs d'octobre 2023, moment à lequel il m'a affirmé que les accès lui avaient été coupés. Il y a eu aussi beaucoup d'Esséniennes et d'Esséniens qui ont commencé à collaborer avec moi parce que ces personnes ont été témoins de plusieurs choses. Commençons notamment par les agissements de Florent Tchétchéla. Par exemple, sur le désistement de la Cour d'appel que je viens de vous mentionner. Alors, France Hould, j'habite Drummondville et je suis essénienne depuis janvier 2023. Ce qui m'a amené chez les Esséniens, c'est la Bible. Donc, c'est une connaissance qui m'a fait connaître la Bible et je trouvais que les écrits qui étaient dans la Bible, c'était ajusté avec mon vécu. En fait, quand je suis arrivée, c'était lors de la ronde des archanges de Gabriel. Je trouvais que les gens étaient souffrants et je me demandais qu'est-ce que je fais ici, parce que c'était comme... J'avais eu la chance de regarder des vidéos de Olivier Manitara et certaines lectures de la Bible. Il y avait aussi beaucoup de souffrance par rapport à ça et je me suis même remis en question, à savoir si j'étais au bon endroit. Par la suite, bien, j'ai commencé à m'impliquer. Je me suis sentie peut-être comme un support par rapport aux gens. Et là, bien, c'est sûr que je voyais toujours de la souffrance au travers de tout ça, parce que, bon, on me parlait beaucoup des derniers événements qui avaient eu lieu, les discordes. Donc moi, j'étais plus dans une attitude d'accueil, de réception et non de jugement.
Parce que moi, on me parlait des anciens, mais moi, je connaissais pas les anciens, mais je me disais, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Alors, j'ai vraiment juste accueilli ce qu'on me disait, sans pour autant prendre tout en considération. À un moment donné, je me suis impliquée davantage au niveau du dossier de la municipalité parce qu'on nous disait, Florent, entre autres, nous disait qu'on devait payer des taxes. Et moi, j'étais pas d'accord avec ce principe-là. Bon, c'est vraiment une expérience de travail qui peut être vraiment aidée au niveau liens, paliers gouvernementaux. Bien, j'ai travaillé 8 ans comme adjointe administrative. J'étais un employé de la Chambre des communes dans un bureau de circonscription à Drummondville. Ensuite, j'ai été conseillère municipale. Et en étant conseillère municipale, on comprend un peu plus les structures. Mon expérience à la Chambre des communes m'a également aidé au niveau de la structure gouvernementale. Pour avoir été dans plusieurs comités de conseil d'administration de différents organismes, j'avais une certaine expertise aussi à ce niveau-là. Alors, je voyais, puis là, je me disais, bon, c'est un œuvre de charité, c'est une église, les gens font ça bénévolement, donc j'ai accueilli encore ce qui se faisait. Et par la suite, bien, c'est sûr que j'ai fait un travail dans les documents et une expertise par rapport à la ville de Cookshire et au niveau des taxes municipales. Et il y a une observation que j'avais apportée à l'Assemblée générale que je trouvais qui était pas banale, c'est que il y avait eu un verdict d'une juge disant comme quoi qu'elle donnait raison à la ville de Cookshire dans ce dossier-là, sauf qu'il y avait un document de la MRC qui était quand même officiel, c'était une demande de révision, et ce document-là mentionnait et reconnaissait l'Église essénienne comme une église, donc non imposable, et c'était bien clair que eux, selon la révision, ils étaient d'accord avec le fait qu'on était non imposable, même si la ville avait à charger des taxes, ben elle chargeait des taxes sur zéro. Alors moi, je l'avais apporté ce point-là qui est important. Donc moi, je leur avais dit que je serais prête à aller à la MRC puis aller vérifier ces choses-là et pourquoi que la ville envoyait une facture. Alors, moi, je l'ai dit, j'avais resté 2 jours de plus pour pouvoir aller. Puis ça, je l'ai dit à l'Assemblée générale devant tout le monde, que j'étais prête à aller. Sauf qu'on m'a avisé de laisser faire, de ne pas aller. Si c'est Florent ou Romaine, entre les deux, là, mais on m'a vraiment fait un message comme quoi que je devais attendre pour aller à cet endroit-là. Et ce dossier-là, je me disais, on va partir du début. Alors, je suis partie avec les chartes. Je suis partie avec les règlements généraux. Je leur ai dit aussi au niveau OSBL qu'on avait quand même des restrictions puis qu'on devait suivre les règles. Je leur ai expliqué ça et que c'était grave le fait qu'on ne reconnaisse pas comme une église parce qu'on pouvait mettre en péril notre charte. Puis là, eux parlaient d'agriculture. Puis là, je leur disais, mais la charte, et selon le registraire des entreprises, on est inscrit comme une église des activités religieuses. Pas comme l'agriculture. Notre charte n'est pas basée sur l'agriculture. Et en plus, je leur ai dit, non seulement on n'est pas dans un territoire d'agriculture, on est dans un territoire RU qui dit que c'est non, on ne peut pas faire d'agriculture avec tout l'espace du terrain parce qu'il y a des zones qui ne sont pas cultivables. Alors, moi, je leur disais, écoutez, ça ne fonctionne pas, là. La chute de Florent Tchétchéran. D'abord, Florent a menti à son assemblée d'Esséniens et d'Esséniennes au sujet du désistement du dossier en appel. Personne n'a jamais été informé du désistement et il a simplement mis la responsabilité des problèmes successifs qui se sont présentés sur le dos de l'ancienne administration. Au début de l'année 2024, quand j'ai assisté à une réunion du CA, on voulait justement aller poursuivre, se défendre en cours, retourner se défendre en cours. Fait que nous, je travaillais dans ce sens-là, à préparer un dossier puis dire, regarde, on doit pas accepter ce verdict-là, on doit contester, on a des droits fondamentaux. Et moi, j'insistais beaucoup au niveau des droits fondamentaux parce qu'ils nous empêchent de faire notre religion, ils nous empêchent d'avoir... Alors, tout ce qui pouvait nous empêcher, moi, j'étais en désaccord avec ça. Puis même, il y avait une autre personne qui, lors d'une assemblée, a demandé d'aller en appel, justement, de poursuivre. Donc, les gens n'étaient pas au courant de ça, puisque moi, je parlais d'aller à la MRC pour demander des explications par rapport à l'imposabilité et la non-imposabilité. On peut aussi ajouter les lettres et courriels de menaces d'expulsion qu'il a envoyés aux parrains et marraines d'un de ses enfants et à des dizaines d'autres Esséniens et Esséniennes.
parce que ces personnes ont simplement commencé à poser des questions, entre autres, sur sa gestion des églises. À ce stade-ci, je ne vais pas tomber dans des éléments plus personnels concernant Florent, bien que je pourrais aisément le faire. Mais retenez simplement que son attitude générale l'a conduit à se mettre à dos énormément de personnes qui ont pourtant contribué à sa montée au pouvoir vers la présidence, ce qui est en soi un exploit. Mais retirer un dossier d'appel après que l'Église essénienne chrétienne ait investi des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat, et ce, la veille de l'audience finale, alors qu'il ne restait qu'une trentaine de minutes à effectuer des représentations par une avocate ou un avocat, c'est un gaspillage absolument monumental des ressources judiciaires. D'ailleurs, ça sera mon seul commentaire éditorial à titre d'avocat, parce que je dois dire que je n'ai pas encore déterminé si, du côté Florent Cecela, c'était de la folie ou du génie. Parce qu'évidemment, après avoir retiré le dossier avec un acte de désistement, sans avoir consulté personne, rappelons-le, de son conseil d'administration ou de son assemblée d'Esséniens et d'Esséniennes, eh bien, la ville de Coshiriton lui a envoyé un compte de taxes de 180 000 $. Et donc, dans toute sa sagesse, en réponse au compte de taxes d'ailleurs, Florent a trouvé brillant de rappeler dans une lettre écrite à la ville qu'il y avait bien des lieux de culte au village essénien de l'Érable. J'ai eu accès à cette lettre via une demande d'accès à l'information. No, God! No, God, please, no! 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 Avant finalement de se résigner, semble-t-il, et d'ordonner d'ailleurs à l'un de ses bras droits ici de procéder à la destruction d'un site sacré, mais toujours pas des lieux de culte. L'Église s'est retrouvée menacée d'être vendue aux enchères pour taxes impayées vers le mois de novembre 2024. Et la situation, semble-t-il, a été réglée. Je n'ai toujours pas déterminé à quel endroit l'argent a été trouvé pour payer ce compte de taxes de 180 000 $. Bien que je soupçonne que le montant soit venu des versements des donations des Parents de la Lumière, que l'Église essénienne chrétienne continuait de recevoir régulièrement de la part de plusieurs fidèles. Oui, nous évaluons qu'il y a environ une soixantaine de personnes à travers le monde qui continuent de payer les donations des Parents du culte de la Lumière de manière mensuelle au Québec, et peut-être dans tous les cas de l'Europe vers le Québec. De septembre 2022 à août 2025, vous obtenez 36 mois. 40 personnes multipliées par 100 $ par mois, multipliées par 36 mois, et vous obtiendrez 216 000 $. Les 180 000 $ devraient donc s'y trouver facilement. Mais vous souvenez-vous que la ville de Coshiriton avait demandé la cessation des lieux de culte et que le jugement du 2 décembre 2021 lui avait été accordé? Ça signifie qu'il y a une Cour supérieure au Québec qui interdit la pratique des cultes et que cette décision est maintenant la décision finale, étant donné le désistement de la procédure en appel. Je peux vous dire qu'il continue d'y avoir des cultes régulièrement ici au village essénien. Je veux dire, j'y habite, et vous voyez par exemple cette publicité. Bon, malgré l'outrage au tribunal, la ville de Coshiriton, elle va faire quoi? Je veux dire, elle ne viendra pas tenter de faire exécuter le jugement de la Cour supérieure, parce que maintenant, elle peut collecter des taxes. Je pense que c'est peut-être un peu du génie, mais ça ne réglera pas le problème. Parce que si vous pensez que c'était la fin du dossier, rassoyez-vous, parce que c'est maintenant que la fête commence. Parce que sous la pression, Florent Cecela va finir par craquer et partir. Bonjour à tous. Alors, je fais cet audio car je dois vous annoncer une décision importante que j'ai prise. Je ne l'ai pas prise à la légère. Et ça fait un moment que j'y réfléchis. Je voulais vous l'annoncer après la célébration d'Ouriel, mais des événements ont fait que je vous l'annonce aujourd'hui. J'ai décidé de quitter la nation essénienne. Et d'ailleurs, avant son départ, il va finir par nous remettre cet extraordinaire message audio dans lequel je vous laisse un extrait. Depuis le départ d'Olivier, je me suis occupé de son testament. J'ai été ce qu'on appelle le liquidateur testamentaire, c'est-à-dire
que je me suis assuré que son testament soit respecté. Et du coup, en parallèle, eh bien, je me suis aussi beaucoup occupé de l'administration de notre Église. Je l'ai protégée, et ce qui m'a amené naturellement à être le président de l'Église essénienne chrétienne internationale. Je règle depuis 5 ans maintenant tous les litiges administratifs et juridiques qui ont été engendrés par l'ancienne administration. Et j'essaie de remettre de l'ordre dans tout cela. J'essaie de remettre de l'ordre d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue moral, éthique, idéologique. Donc il n'y a pas à critiquer qui que ce soit. Les anciens administrateurs ont pris des décisions. Des fois, elles étaient bonnes, des fois, elles étaient mauvaises. Il faut juste regarder les fruits de ces décisions. Et ensuite, eh bien, on prend de nouvelles décisions avec les moyens qu'on a. Je dis souvent qu'il faut tout donner, il faut donner le meilleur pour faire ce que l'on peut et avec ce que l'on a. Dans son testament, Olivier, il a légué ses biens matériels et immatériels à ses enfants. Ces biens immatériels sont l'AERA, les formations et les villages esséniens. Il a voulu que ce soit des marques déposées, donc il y a aujourd'hui des droits d'exploitation. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais c'est ce que Olivier a voulu et on se doit bien de respecter la volonté d'Olivier. Vous devez savoir, et en tout cas moi je ne m'en suis jamais caché, il y a toujours été question de droits d'exploitation et du coup il y a toujours eu un aspect entrepreneurial. C'est-à-dire que Olivier, c'est comme cela qu'il a mis en place les choses. La Ronde des Archanges, les formations esséniennes et les villages esséniens, il y a quelque chose de l'entreprise. Et donc du coup, aujourd'hui, à travers son testament, il y a des droits d'exploitation, il y a des pourcentages, il y a des contrats. Parce qu'il y a un testament, et qu'Olivier donc a légué tout cela à ses enfants, c'est à eux, aujourd'hui, de décider ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller avec l'AERA, les formations et les villages esséniens. Ils peuvent demander des pourcentages, ils peuvent demander des sommes fixes, ils peuvent tout prendre. Ou, au contraire, ils peuvent tout donner à l'Église, ils peuvent tout donner à qui ils veulent, ça leur appartient. Depuis, beaucoup d'Esséniens ont cherché à récupérer ce qui ne leur appartenait pas. Et je me suis toujours dressé contre eux. Ne vous faites pas manipuler par qui que ce soit. Ayez vos propres convictions, esprit critique et prenez des décisions dans votre vie et assumez-les. Si vous partez comme beaucoup l'ont fait et qu'après ils sont dans la plainte et qu'ils essayent donc de voler, d'usurper des biens qui ne sont pas à eux, ce n'est absolument pas vertueux. S'il y en a qui partent et qui cherchent à convertir quelqu'un et à se faire valoir et à essayer d'embarquer le plus grand nombre pour ses propres affaires, ce n'est pas vertueux. Et s'il y en a qui restent, mais en fait compte, qui pensent des choses et qui disent rien, ce n'est pas vertueux. Voilà où j'en suis aujourd'hui, ce que je voulais vous partager. J'espère que tout est clair. Voilà, je vous embrasse énormément. Pour moi, ça continue. Je trouve ça très courageux de dire ce que l'on pense, sans guerre, sans revendication, juste dire ce que l'on pense, dire qu'on n'est pas d'accord et ne pas accepter. Je laisse derrière moi la Ronde des Archanges, les formations esséniennes, les villages esséniens. Ça appartient à Magali et ça appartient aux prêtres de la nation essénienne. Qu'ils en fassent quelque chose de bien. Comme je l'ai déjà dit, l'avenir de la nation essénienne est entre les mains de Magali. Je sais que beaucoup vont parler, s'imaginer des choses, tous ceux qui sont partis et qui font des histoires depuis la mort d'Olivier, en France, au Québec, au Panama. Excusez-moi, mais ils n'ont pas de vie. Mon départ va les faire espérer. Alors je leur réponds d'arrêter de rêver une vie qui n'est pas la leur et d'arrêter de chercher à voler ce qui ne leur appartient pas. Ils sont incapables de créer la vie, alors ils s'accrochent à la mort.
la ronde des archanges, les formations esséniennes, les villages esséniens. Ça appartient à Magali et ça appartient aux prêtres de la nation essénienne. La famille Guérin et les prêtres. Magali, la famille Guérin, les prêtres, parlons-en. Dans les prêtres, essentiellement, vous en avez plusieurs qui sont disparus dans les brumes, les prêtres de la 4e marche. Et vous avez Éric Montcocut, dont le nom apparaît un peu partout, comme vous le verrez, et qui figure aussi sur des procédures judiciaires au Panama avec Nazar Guérin pour une invasion de domicile. Bon, selon d'autres procédures auxquelles j'ai eu accès, ils auraient réglé hors cours. Dans tous les cas, dans la procédure, mon allégation préférée est la suivante. C'est le fait que Nazar aurait hurlé, et je cite, qu'il était le roi et le maître de cet endroit, en faisant référence donc à la terre au Panama. Pour moi qui ai connu la naissance d'Internet, je vous l'affirme, il n'y a qu'un seul véritable roi. Bref, le cœur du dossier, si je peux dire, il a un caractère idéologique. Nazar Guérin et Fanny Guérin, ainsi que leur mère, Magali Guérin, à en croire le message audio de Florent, croient être les héritiers d'une entreprise qui a été construite par Olivier Manitara. Et j'insiste ici sur le mot « entreprise ». Dans leur esprit, l'Église, ses terres et aussi les droits d'auteur de leur père qui émaneraient de l'ensemble des diverses activités religieuses, tout ça, dans leur tête, ça leur appartient personnellement. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils vont notamment s'appuyer sur le testament d'Olivier, affirmant qu'il lègue tous ses biens avec droit d'auteur, entre parenthèses, à ses 3 enfants. Et les prêtres qui continuent de leur être dévots pensent sincèrement que l'œuvre d'Olivier Manitara constituait, entre autres, à léguer à ses enfants l'ensemble de son œuvre, incluant le fait, aujourd'hui, que Nazar Guérin devrait être l'archevêque visiteur de l'Église. Mais l'enjeu, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout d'abord, l'Église, je l'ai mentionné, est une corporation à but non lucratif. Ce n'est pas une entreprise privée. C'est-à-dire que l'Église appartient collectivement à elle-même et à ses membres, qu'on appelle les Esséniens et Esséniennes la Sainte Assemblée. Donc, au sens juridique du terme, l'Église n'appartient pas à un individu non plus qu'à son visiteur archevêque. Elle appartient à la communauté des gens qui la forment. Le visiteur doit seulement en assurer une saine gestion et le maintien des activités religieuses, notamment en collaborant avec le conseil d'administration ou en formant celui-ci. Or, nous avons vu que c'est le contraire qui s'est produit. L'Église se retrouve maintenant avec une décision qui, dans les faits, lui oblige à interdire la pratique des cultes. Et le visiteur qui a l'obligation de protéger les intérêts de l'Église n'a jamais réagi à cette décision unilatérale de Florent Cecela de retirer le dossier en appel qui contestait cette décision. Non plus au fait qu'il ne s'est opposé à ce que des taxes devraient désormais être payées par l'Église. Le visiteur, dans les faits, continue de recevoir de l'argent par l'intermédiaire d'une filiale, l'Église essénienne chrétienne du Québec, et ce, de manière personnelle, comme l'ont montré les relevés bancaires du mois d'août 2024. Évidemment, parce que j'ai moi-même pris soin aussi d'écrire à Nazar sur ce qui se passait ici au Québec pour l'informer, et je n'ai eu aucun retour. Par ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'il était trop occupé auprès de certaines entreprises au Panama, notamment 2 sex shops. J'avais reçu cette étrange vidéo à l'été 2023 de la part d'une personne au Panama sur laquelle je vais revenir. Give it to me like... Nazar Guren, Arkev Q de la Nation S Nian, depuis la mort de Sun P. Ray. Liver des jouts sexuals dans sun sex shop. Tis les jowers. Bon, sur la vidéo, on voit Nazar Guérin entrer des boîtes dans un sex shop qui a pignon sur rue à Santiago de Veraguas, au Panama. Le sex shop s'appelle le Hot Living. Évidemment, des Esséniens et des Esséniennes m'ont affirmé lui avoir posé la question à savoir s'il était véritablement le propriétaire d'un sex shop au Panama. Sa réponse, c'est que la propriétaire est sa conjointe.
cette dévotion de la part de Nazar est absolument fabuleuse. Je veux dire, regardez par vous-même. Il réagit systématiquement à toutes les publications Instagram. Bon, fermeture de cette parenthèse, car un autre élément qui laisse à penser que Nazar et Fanny se croient aussi les propriétaires de la succession, au-delà du message audio de Florent que je vous ai laissé. Dans son testament, Olivier il a légué ses biens matériels et immatériels à ses enfants. Ces biens immatériels sont l'AERA, les formations et les villages esséniens. La ronde des archanges, les formations esséniennes, les villages esséniens. Ça appartient à Magali et ça appartient aux prêtres de la nation essénienne. Eh bien, c'est une procédure judiciaire qu'ils ont déposée en France et dans laquelle est alléguée la violation des droits d'auteur dont ils se déclarent être les propriétaires. Parce qu'il est omis quelque chose de pourtant très important dans toute cette histoire. Les droits d'auteur d'Olivier Manitara sont la propriété de l'Église essénienne chrétienne. Affirmer le contraire serait extrêmement problématique. Parce que l'essentiel de la production de l'enseignement essénien repose sur un tandem important. Olivier Manitara, qui était d'ailleurs salarié de l'Église essénienne chrétienne, nous y reviendrons, et l'ordre des hiérogrammates, un ordre de bénévoles responsable de protéger l'enseignement, mais notamment de mettre à l'écrit les conférences d'Olivier. Des écrits qui sont appelés à devenir des livres. Et d'ailleurs, dans ce fameux livre, la responsabilité de l'ordre des hiérogrammates y est également décrite. Donc, premier élément, qu'on pourrait qualifier de problématique, c'est que des personnes ont contribué bénévolement à la production des livres, frappés de la fameuse propriété intellectuelle qui est issue des conférences d'Olivier Manitara. Et donc, par le même effet, ils ont contribué, ces personnes bénévoles, à enrichir le contenu intellectuel à l'intérieur de la religion essénienne. Mais, et c'est important de le dire, Olivier Manitara était également un salarié de l'Église essénienne chrétienne et il offrait justement ses prestations intellectuelles dans le cadre de sa fonction de visiteur, ce qui signifie que la propriétaire de sa production intellectuelle est son employeur, l'Église essénienne chrétienne. Et je tiens à le souligner que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 13, paragraphe 3 de la loi sur les droits d'auteur, et il subsiste une jurisprudence assez foisonnante à ce sujet. Donc ensuite, par l'intermédiaire d'un contrat, l'Église essénienne chrétienne a offert en contrepartie d'une rémunération à plusieurs entreprises privées la possibilité de développer et de distribuer les livres en utilisant cette propriété intellectuelle. Entre autres, l'une de ces entreprises était les éditions Essénia. Mais les éditions Essénia ont été dissoutes selon le registraire des entreprises du Québec. Et que s'est-il passé vers le même moment? Annonciation Internationale LLC s'est incorporée au Delaware. Pour la petite anecdote, il y a eu aussi Annonciation Internationale LLC au Panama par la suite, dissoute vers 2021. Mais évitons d'en parler parce qu'elle a été dissoute justement. Elle a été dissoute pour non-paiement des taxes. C'est le terme employé par le registre public panaméen. À cette époque, d'ailleurs, c'est Magali Guérin qui était sa présidente. En ce qui concerne l'Annonciation Internationale LLC au Delaware, inutile de chercher, le Delaware fait preuve d'une opacité trop importante pour obtenir cette information. À moins que... Après la dissolution d'Éditions Essénia, c'est Annonciation Internationale LLC qui est devenue l'entreprise responsable de la production et la diffusion de la production intellectuelle d'Olivier Manitara, donc ses livres, ses conférences, etc. Elle déclare d'ailleurs sa présence sur le site web de la boutique essénienne. Elle déclare d'ailleurs aussi, Annonciation Internationale LLC, une adresse en Floride, bien qu'étrangement ses bureaux soient au Panama et son incorporation au Delaware. Oui, parce que vous me connaissez, vous savez pertinemment que j'ai discuté avec l'ancien locataire de la résidence du 300 Emerson à Palm Bay en Floride, l'adresse qui est déclarée par Annonciation Internationale LLC, et celui-ci m'a confirmé qu'il n'y habite plus. C'est un Essénien originaire d'Haïti qui a voulu aider Éric Moncocute et l'adresse devait être utilisée que de manière temporaire. Et comme le faisaient les éditions Essénia, croyez-vous que l'Église essénienne chrétienne a été énumérée par Annonciation Internationale LLC? La réponse malheureusement est non, parce que l'argent a été versé vers Dapatchem. Il y a même eu un contrat signé, semble-t-il, entre Annonciation Internationale LLC et Dapatchem. Bon, dans la mesure où Olivier était vivant et que l'argent dans Dapatchem semble être réinvesti dans le développement de l'Église au Panama, tout va bien, non? Bien,
Non, parce qu'en fait, à un certain moment, j'ai trouvé que l'Agence du revenu du Canada tardait un peu trop dans son enquête. Je veux dire, ce que je vous raconte, l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, le sait depuis des lustres. Et ils sont d'ailleurs encore en processus de vérification. Oui, parce que la vérification dans le processus de l'ARC doit être distinguée de l'enquête, qui est beaucoup plus agressive. Et parenthèse d'ailleurs, qui va peut-être vous faire rire, c'est que ce que je vous raconte est survenu alors que Marie-Claude Bibeau était ministre du Revenu national du Canada. Quel est le lien, vous allez me dire? Bien, dans le système électoral canadien, les fonctions ministérielles sont occupées par des députés et les députés doivent être élus dans des circonscriptions électorales. La circonscription de la ministre Bibeau était Compton-Stansted. C'est dans cette circonscription que se trouve la communauté essénienne de Cosheriton. Et donc, les bureaux de circonscription de la ministre se situaient à 15 minutes. Je parle au passé parce qu'elle a quitté ses fonctions aux dernières élections. Je peux vous dire que ces équipes ont entendu parler de nous. Maintenant, est-ce qu'elle a pu s'ingérer dans le dossier pour pousser la machine? Je l'ignore. Dans tous les cas, je trouvais que l'Agence du revenu du Canada tardait, j'ai perdu patience et j'ai donné l'ensemble du dossier à une journaliste. Il en est ressorti quelques excellents articles dans un journal local, La Tribune. L'article, d'ailleurs, a aussi eu un certain impact à la radio. C'est quand même intéressant de voir comment l'Église essénienne, qui a été implantée au Québec, s'est développée. Et dans les journaux des coops de l'information, entre autres, on décrit les pratiques fiscales de ce groupe et on évalue peut-être à 540 000 $ le montant d'argent envoyé par des membres de l'Église qui devait amener l'expansion de la communauté. Puis finalement, ça se retrouve dans des comptes, dans des paradis fiscaux. Jasmine Rondeau est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, là, je comprends que le fondateur est décédé et c'est à partir de là que les questions monétaires, disons, prennent plus de place. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est un dossier vraiment complexe, mais qu'on peut déjà résumer ainsi. Là, il y a des fidèles et des anciens administrateurs de ce mouvement religieux-là qui n'arrivent pas à obtenir de réponse claire à la question suivante, soit où sont allés les centaines de milliers de dollars que cette Église-là a envoyés du Québec vers le Panama et qui étaient destinés à sa mission religieuse. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça n'a effectivement pas servi à la mission de l'Église. Là, en réalité, selon les documents que j'ai obtenus, ça serait plutôt aller à des intérêts individuels. Donc, de leur côté, là, les responsables actuels de l'Église ne prétendent pas non plus que cet argent-là a servi à sa mission, mais ils ne peuvent pas nous dire qui en a fait quoi non plus. Là. Donc, et par contre, ils assurent que toute la gestion financière est en règle actuellement. OK. Alors, l'argent est envoyé dans quel pays? Oui, l'argent est envoyé au Panama. Là. Donc, pour faire un portrait, là, je peux reculer un peu sur la structure financière. Là. L'Église essénienne chrétienne, c'est une corporation religieuse sans but lucratif, mais c'est aussi un organisme de bienfaisance enregistré selon la loi fiscale fédérale au Canada. Là. Donc, il émet des reçus pour dons de charité. Et ce qu'on se rend compte là, en se penchant sur sa structure financière, c'est qu'elle est plus complexe qu'une seule entité qui conserverait toutes ses activités à même sa coquille. Là. Elle a, par exemple, fondé 2 corporations privées au Delaware dans les dernières années et différentes entités au Panama là, où elle a fondé un village récemment. Donc, on sait que c'est 2 États qui sont reconnus pour être des paradis fiscaux là, pour l'opacité qu'ils permettent notamment. Et entre ces différentes entités-là, qui ne sont pas toutes des OSBL, là, rappelons-le, il y a des transferts d'argent. Donc, alors ça déjà, là, pour l'expert en lutte contre la criminalité financière à qui j'ai parlé, le professeur à l'Université de Sherbrooke, Claude Mathieu, ça soulève pas mal de questions sur les réels objectifs et les activités de l'Église, là, toute cette structure-là. Mais là, c'est que le nœud de l'affaire, et c'est ça que je détaille dans le reportage de ce matin, c'est qu'on s'est retrouvé avec 2 entités sans but lucratif pour l'Église essénienne chrétienne au Québec. Donc, il y a l'Église mère, qui est celle qui dessine les terrains, les bâtiments du village, et il y a l'Église fille qui s'occupe de la gestion du village et des activités économiques. Donc là, on parle de vente de produits religieux, d'organisation de séminaires, de cérémonies. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on demandait, quand on a créé l'Église fille, là, de verser chaque mois environ 13 000 $ à l'Église mère dans un compte qui devait servir à la croissance de l'Église. Donc, il y avait la moitié qui était liée à ce qu'ils appellent, c'est ça, les droits d'exploitation pour organiser des cérémonies en lien avec la religion. Puis l'autre moitié, mais c'est ce qu'ils appellent la contribution communautaire du village. OK. Donc, mais c'est ça, c'est qu'après 1 an, le secrétaire personnel du fondateur, Olivier Martin, il informe les administrateurs de l'Église fille que désormais, il faut envoyer cet argent-là dans un nouveau compte au Panama. Et pour eux, les motifs sont les mêmes et ça a du sens parce qu'un village est en cours d'installation là-bas. Donc, ils obéissent et c'est là qu'un demi-million de dollars canadien passe du village québécois à un compte au Panama en 3 ans à une fondation qui s'appelle Tapachem.
Mais c'est là le nœud de l'affaire, c'est qu'en 2021, donc c'est à peu près un an après le décès du fondateur, les administrateurs en question s'aperçoivent qu'en réalité, DaPaChem, c'est une fondation d'intérêt privé. Ça veut dire qu'elle bénéficie d'une structure particulière, selon la loi panaméenne, qui permet de désigner dans la plus grande confidentialité un bénéficiaire qui jouit de tout son patrimoine. Et ces personnes-là, c'était Olivier Martin et non pas l'Église. L'Agence du Revenu Canada est effectivement là, ce dossier-là, c'est dans sa pile depuis un moment. On ne sait pas s'il y a une enquête qui a été déclenchée, mais on sait que ça les intéresse, là. On sait qu'il y a énormément d'argent qui est généré, c'est ça, par la vente de ces produits religieux-là, parce que Olivier Martin a écrit beaucoup de livres, a créé beaucoup de textes et de cérémonies là, dans cette religion-là. Mais sur les 3 articles parus, c'est lui dans lequel Magali Guérin nous parle de DaPaChem qui est mon favori. Elle est indépendante. C'est une fondation qui a des buts humanitaires, mais elle n'appartient pas du tout à mes enfants. Olivier a toujours fait don de ses droits d'auteur à des fondations qui ont des buts humanitaires. Ensuite, il a changé de fondation pour la fondation DaPaChem. L'enjeu, c'est que contrairement à ce qu'affirme Magali, Olivier ne donnait pas à des fondations. Il réinvestissait dans l'Église, comme en témoigne d'ailleurs l'usage des fonds sur DaPaChem. Et je vous ai expliqué précédemment de ne pas vous laisser intimider par le terme « fondation », car la fondation privée panaméenne est bien une structure juridique qui reprend la forme d'une fiducie ou d'un trust. Et les papiers de la fondation DaPaChem sont assez clairs. Le bénéficiaire était Olivier Martin. Et à son décès, la mécanique testamentaire fait en sorte que les nouveaux bénéficiaires étaient les enfants. Je veux dire, c'est difficile à nier. Leur nom est inscrit publiquement au registre public panaméen. Mais la meilleure demeure le fait que la fondation DaPaChem a été dissoute sous prétexte qu'elle n'avait pas d'actifs. Le tout alors que, selon ses relevés bancaires, elle avait plus d'une centaine de milliers de dollars d'actifs, et ce, en octobre 2021. Parce que l'argent qui était dans DaPaChem et qui provenait essentiellement de l'Église fille du Québec, je vous l'ai amplement expliqué, mais sachez aussi qu'il y a eu d'autres montants importants qui sont venus, entre autres d'Annonciation internationale LLC, qui, comme je vous le rappelle, aurait dû verser à l'Église assyrienne chrétienne et non à DaPaChem, dans les faits. Peut-être que son dirigeant croyait verser à l'Église assyrienne chrétienne, mais il y avait aussi une autre Église, cette fois-ci incorporée en Suisse. Étrangement, cette dernière est aujourd'hui dissoute, et malgré mes démarches pour retrouver ses anciens administrateurs, ceux-ci sont vraisemblablement totalement disparus. Encore une fois, est-ce que ces administrateurs de l'Église en Suisse ignoraient que DaPaChem était une structure juridique à l'extérieur de l'Église assyrienne chrétienne? Je l'ignore. Dans tous les cas, l'ensemble de cet argent se retrouvait désormais dans DaPaChem, un argent qui, je le rappelle, appartenait donc collectivement à l'Église assyrienne chrétienne et à l'Assemblée des Assyriens et des Assyriennes. Eh bien, cet argent, aujourd'hui, elle est disparue du fait que DaPaChem a été dissoute. Et à la lumière de ce qu'on retrouve visiblement sur le registre public panaméen, c'est Nazar Guérin et Fanny Guérin qui sont les seules personnes à pouvoir apporter des réponses concernant la disparition de cet argent. Donc, je vous le dis, soit Magali vous ment, soit il y a un petit problème de communication à l'intérieur de la famille Guérin. En fait, je sais qu'il y a un problème de communication à l'intérieur de la famille Guérin. Un enfant a refusé sa part dans la succession. Et d'ailleurs, Magali l'a étrangement omise d'un message audio qu'elle avait transmis à Goulwen une semaine après le décès d'Olivier Manitara. Goulwen. La nation essénienne est une pure merveille. Elle est belle. Et tu peux être satisfait d'avoir fait un beau travail avec nous. Les voleurs s'approchent. Et comme je te l'ai toujours dit, j'aimerais que tu restes près de la famille. Je veux que tu les protèges. Sois accompagné de Dwayne et peut-être de Eric. Ce message audio, je le précise, selon les propos de Goulwen, Magali a affirmé que c'était un message d'Olivier en provenance de l'au-delà. Je le répète et je le précise, l'Église assyrienne chrétienne n'a pas pour enseignement de parler aux morts. Ça ne fait pas partie de l'enseignement enseigné. Mais dans tous les cas, semble-t-il que Magali a transmis, une semaine après son décès, à Goulwen, un message audio qu'elle déclarait être une retranscription des propos d'Olivier Manitara de l'au-delà.
sois accompagné de Dwayne et peut-être de Eric, afin qu'ils puissent être sans souci. Je ne veux pas qu'ils aient de soucis d'argent. Alors j'aimerais que tu organises les choses pour qu'ils puissent vivre avec mes droits. Peut-être peux-tu créer une fondation afin que tout ça puisse leur venir et qu'ils n'aient plus à penser à l'argent. Que cela soit également protégé et que je sache que cela reste dans la famille. Quand je dis la famille, je dis ceux qui continuent l'enseignement, ceux qui vont rester, c'est-à-dire Nazar, Fanny et Magali. Et comme vous l'entendez, dans ce message, elle omet de mentionner un de ses enfants. Dans tous les cas, la personne concernée, cet enfant concerné, a confirmé dans l'article de la Tribune avoir refusé la succession. Sauf que lorsque vous faites un refus de succession, il y a normalement une inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, le RDPRM. Or, cette inscription est absente dans le cas qui nous intéresse. Évidemment, le responsable de la succession, rappelons-le, était Florent Tchétchéla. Et je pense que vous avez été témoin, à travers le témoignage, de ses grandes connaissances techniques. Donc, si tu vois cette vidéo, sache que je connais des gens qui pourront faire l'inscription et je peux même en assurer les frais. Et ce, pour te protéger de tout recours qui pourrait avoir lieu contre la succession. Parce que si j'étais toi, je n'écarterais pas le fait que tout ça risque de se terminer probablement en poursuite ou en recours collectif contre la succession. Je n'ai jamais réussi à parler directement à cet enfant. J'ai réussi à parler à une de ses amies et essentiellement, on m'a raconté une histoire d'horreur. Et à ce moment-ci, je vais éviter d'entrer dans cette histoire et je vais laisser la parole aux victimes. En fait, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ils se foutent de notre gueule. Au Panama, pour avoir écrit dans le groupe de Panama que savez-vous que la drogue, la cocaïne circule au niveau du village essénien du Panama. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que Nazar fréquente notre fille qui a 16 ans, depuis longtemps. Il faut savoir aujourd'hui que Nazar sort avec la fille de qui a 15 ans. Nazar a 22 ans. Et tout le monde le sait au village, tout le monde le sait, au village essénien du Panama, qui sort avec toutes les petites filles. C'est hallucinant ce qu'il fait. Pour moi, il fait un bordel avec le sexe. C'est vraiment n'importe quoi. Les parents savent peut-être qu'ils côtoient, mais ils savent pas qu'il y a de la drogue, de l'alcool, qu'ils se font abuser. Mais d'ailleurs, elle a mis en tant que mère qui voulait juste protéger l'enfant d'une autre mère, est allée voir la femme pour lui dire que Nazar avait des comportements déviants extrêmement sexuels, puis qu'elle était inquiète quant à les relations sexuelles qu'elle avait avec Nazar. Puis elle a un peu été reçue un peu froidement, tu sais, pas vraiment pris au sérieux. Tu sais, elle dit c'est la mère qui te parle, qui veut juste comme une bonne maman, tu sais, te mettre en garde. Bref, c'est ça. Souvent, c'est des mamans aussi qui arrivent avec leur enfant pendant les formations, puis que lui, dans le fond, il essaye de se taper toutes les petites nouvelles qui rentrent sur le village, puis il arrive très bien. Comme là, on est sûr que je sais pas faire l'amour parce que lui, il fait pas l'amour. On est sûr qu'il en a baisé 2, minimum 3, dont 2 sûr, dont une qui m'a demandé d'aller chercher un test de grossesse, puis que j'ai fait pour lui rendre service. Toi, tu nous t'avais évoqué donc une soirée, il me semble que c'était peut-être au mois de mai, une soirée, peut-être ça, un mois avant le décès, et où Nazar t'a dit des choses particulière. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors oui, effectivement, lors d'une soirée en tête-à-tête, comme nous avions l'habitude de faire entre amis, nous avions abordé les sujets de nos pères, en fait. Parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mon père, ça n'a jamais été forcément très facile. Et apparemment, lui, c'était pareil, donc on avait un échange. Un échange, en fait, exactement. Et durant un soir, on parlait de la vie, de tout ce qui pouvait se passer, en général.
Et d'un air triste, d'un air tourmenté, Nazar me disait que la seule chose qui lui permettrait bien de vivre, lui, et à sa famille, finalement, ce serait que son père disparaisse, que son père ne soit plus dans les pattes, que son père ne soit plus là. Et moi, d'un air, en réfléchissant un peu, mais sans plus comme ça, je me suis dit, c'est vrai que moi aussi, finalement, mon père serait pas là, bah ça irait peut-être mieux aussi, finalement. Mais on connaît chaque adolescent comment on pense. Voilà, le père, c'est toujours difficile. Mais j'avais aucune appréhension derrière, j'avais rien de méchant réellement, mais lui a fini par me dire juste après, à terminer la conversation, en fait, en me disant, mais toi, t'as jamais pensé à un meurtre? Il s'est passé quelque chose lors de mon départ que j'espérais, mais que je ne savais pas si cela allait arriver un jour. La transmission a été faite à mon fils Nazar, et je sais maintenant qu'il sera mon successeur plus tard. Bien sûr, il n'est pas formé, et Magali s'occupera, tout comme Isis a remis son fils Horus sur le trône. Alors elle fera en sorte que cette chose puisse se réaliser. Mais la succession a pu être transmise. Et cela, je ne le savais pas avant. Maintenant, je le sais et je te le dis. Prends soin de toi, Goulwen. Le Panama et Patrick Loubert. Dans toute cette folie, je veux quand même préciser des éléments sur le Panama avant la conclusion. Parce que la situation au Panama est, disons-le, très confuse. Il y aurait des dizaines de procédures civiles et pénales déposées de part et d'autre par diverses personnes, et je ne sais vraiment pas quoi vous dire relativement à ces allégations, mis à part le fait que j'ai quand même eu une discussion avec un avocat panaméen. L'avocat panaméen m'a confirmé plusieurs inscriptions au greffe judiciaire, et donc, vraisemblablement, il y aurait en cours au Panama des dizaines de poursuites judiciaires de part et d'autre. Ceci expliqué, la publicité des débats, c'est-à-dire la capacité à accéder facilement aux débats et aux décisions judiciaires, ne fait pas partie de la philosophie judiciaire du Panama, comparativement à la France et au Canada. Et donc, ça fait en sorte que l'accès à certaines informations est très difficile. Cependant, les questions relatives aux propriétés immobilières, elles, sont des inscriptions publiques. Ce que je peux vous dire, c'est que la terre au Panama est formée de 3 terrains qui ont été achetés successivement, le tout étant, précisons-le, encore une fois, visible au registre public panaméen. Les inscriptions publiques sont au numéro 335, 36 57 79, nous l'appellerons simplement le terrain 301, 303 53 91 0, nous l'appellerons simplement le terrain 303. Et donc, la terre 335 a été achetée le 2 novembre 2017, la terre 301 a été achetée le 23 janvier 2017 et finalement la terre 303 a été achetée le 13 juillet 2021, le tout par l'Essene Christian Church Foundation. Oui, encore une fondation d'intérêt privé panaméenne. Parce que l'Essene Christian Church Foundation avait pour gestionnaire des administrateurs et dirigeants de l'Église essénienne chrétienne et elle avait pour bénéficiaire l'Église essénienne chrétienne. Et donc, sur papier, les bénéficiaires de la terre au Panama sont bien l'Église essénienne chrétienne. Le tout se situant près de la rivière Santa Maria, dans la province du Veraguas, au Panama. Oui, mais vous allez voir quand même qu'il y a eu des problèmes. Voyez-vous, après le dépôt des procédures judiciaires par Florent Tchétchéla au Canada, 2021, Patrick Loubert, l'un des dirigeants d'alors au Panama, nous a demandé d'obtenir une déclaration à l'effet qu'il était le représentant légal de l'Église essénienne chrétienne au Panama. Cette mécanique juridique fait en sorte qu'il pouvait assurer la simple administration, mais pas la pleine administration. Le processus de simple administration versus le processus de pleine administration. Rappelons simplement que la simple administration permet à l'administrateur concerné de poser des actes de maintien et d'entretien. Donc, dans le cas d'une simple administration, on vient gérer le bien pour le maintenir. Dans le cas d'une pleine administration, il est possible non seulement d'entretenir le bien, mais il est possible également de s'en départir.
La pleine administration permet donc de vendre le bien lorsqu'on a ce type de gestion en main. Mais la simple administration, retenons-la, ne permet pas de vendre un bien. Or, Patrick Loubert a réussi, probablement en falsifiant des documents, à poser des actes de pleine administration en contravention des règlements de l'Essene Christian Church Foundation. Sur papier, il a donc vendu les terres de l'Essene Christian Church Foundation à une nouvelle fondation d'intérêt privé panaméenne. Est-ce qu'on a évidemment essayé d'avoir des discussions rationnelles avec Patrick à ce moment-là? Oui, mais il faut savoir qu'il se tient avec un homme qui se prend pour le professeur Tournesol. Non, mais je vous avais bien dit qu'il fallait chercher plus à l'ouest. Et donc, ce monsieur qui fait de la radiesthésie et qui a toujours eu des enjeux de santé mentale, et Patrick, qui est son principal dévot, sont plus ou moins devenus complètement fous et totalement isolés. La nouvelle fondation, qui sur papier serait la propriétaire des terres au Panama, s'appelle la Fondatio Esseños. Vous excuserez ici mon espagnol. Question de pimenter les choses, le bénéficiaire de cette fondation est un prêtre de la 4e marche qui est d'ailleurs revenu chez sa famille dans le secteur de Sept-Îles. Vous avez bien compris. Sur papier, le bénéficiaire des terres au Panama est un monsieur d'une 50aine d'années qui habite chez ses parents à Sept-Îles. À ce stade-ci, je suis assez confortable pour vous affirmer qu'il l'ignore probablement. Évidemment, quelle a été la réaction de la famille Guérin au début de cette crise, au début de toute cette histoire? Donc, même avant qu'une décision soit rendue au Canada concernant le statut de Nazar à titre d'archevêque, eh bien, je peux vous dire qu'ils ont déposé des procédures judiciaires en déclarant qu'ils sont les vrais propriétaires des terres au Panama. La procédure est plus précisément au nom de Nazar Guérin et autres. Vous comprenez maintenant cette histoire d'invasion à domicile dans laquelle, selon les allégations contenues aux procédures, il aurait déclaré être le roi et le maître de cet endroit, en référant aux terres au Panama. Parce qu'encore une fois, et je vous l'ai expliqué, cette famille croit posséder, à cause du testament d'Olivier Manitara, l'ensemble de l'Église à titre d'entreprise privée. Des procédures judiciaires ont été déposées au Panama contre Patrick Loubert par les anciens administrateurs afin que les terres reviennent, comme ils se doivent, à l'Église essénienne chrétienne. Pendant ce temps, la famille Guérin continue d'empocher l'argent des contributions communautaires des gens qui résident au Panama, au Jardin de la Luz. Précisons que c'est le nom donné à la communauté essénienne au Panama. Et précisons aussi que nous ignorons totalement ce qui est fait avec cet argent. Mais prenons en considération, encore une fois, qu'ils considèrent que tout cela leur appartient. L'Agence du revenu du Canada, tôt ou tard, a commencé à poser des questions qui sont un peu douloureuses. Florent Sekela, président Église essénienne chrétienne 345 chemin Brochu Cookshire Eaton QCJ 0B1M0. Nous demandons que les renseignements indiqués ci-dessous soient mis à disposition afin que nous puissions terminer notre examen. 4. Durant la vérification, l'organisme a indiqué qu'il a perdu tous ses terrains au Panama aux anciens administrateurs. Veuillez fournir votre confirmation par écrit et les pièces justificatives, ex. Contrat de vente, supportant la perte de ces terrains. 7. Veuillez expliquer comment l'organisme va continuer la pratique de sa religion à Corkshire Eaton alors qu'il y a un jugement par la Cour interdisant la pratique de religion sur le domaine. Veuillez fournir toutes les pièces justificatives pertinentes supportant votre plan d'opération. 8. Comment l'organisme pratique ses activités religieuses au Panama présentement alors que l'organisme n'y a plus de terrain et bâtiments? Quelles sont les activités actuelles de l'organisme au Panama? Concernant les membres de l'organisme qui habitent au Panama, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Vous comprendrez maintenant le sens profond que prend d'ailleurs cette question qui a été posée à Florent Tchétchéla par l'Agence du revenu du Canada. La réponse à cette question, c'est que ce sont les anciens administrateurs qui ont déposé des procédures judiciaires pour que la terre revienne à l'Église essénienne chrétienne, et ces administrateurs actuels ont plutôt collaboré à des procédures judiciaires afin que les terres panaméennes, achetées par les donations des Esséniens et des Esséniennes, reviennent personnellement à des particuliers, c'est-à-dire Nazar Guérin et Fanny Guérin. La situation actuelle. Dans l'état actuel, donc, Nazar Guérin a été écarté de son statut de visiteur par sa mère Magali Guérin. C'est effectivement elle qui est inscrite comme principal dirigeant et donc visiteur de l'Église essénienne chrétienne actuellement. Selon des résumés d'assemblée que j'ai obtenus, elle prévoit notamment procéder à la dissolution de l'Église essénienne chrétienne du Québec, l'Église Fille. Donc ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un résumé qu'on m'a transmis. On lui précise aussi ce qui suit. Un audit a révélé que nous ne devrions pas générer de revenus en tant qu'Église.
Il a donc été décidé de séparer les activités commerciales de l'Église. Or, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu d'audit, parce que s'il y aurait eu un audit, ça aurait été certifié par un cabinet comptable. C'est une vérification fiscale et les questions qui ont été posées font mal. Il faut aussi dire qu'après avoir repris le contrôle dès septembre 2021, selon mes évaluations, c'est environ 60 000 $ par année qui ont été versés jusqu'à aujourd'hui, vraisemblablement, à Nazar et Fanny Guérin par l'intermédiaire de l'Église essénienne chrétienne du Québec. Donc, je vous le précise quand même, l'Église a le droit de générer des revenus. C'est simplement que ces revenus ne peuvent pas être versés à des particuliers. Et dernière chose, l'actuelle tête dirigeante de l'Église essénienne chrétienne est Roman Uzal, et ce à titre de président. Or, ce qui est fabuleux avec Roman, c'est qu'il s'est réapproprié les techniques de Florent Tchétchéla. Je veux dire, il n'a pas vraiment eu le choix parce que ça a été probablement son seul instructeur. Parmi ces techniques, on retrouve envoyer des lettres à des membres pour tenter de procéder à leur expulsion en invoquant des décisions de justice qui n'existent pas ou en évitant de remettre une copie de la décision de justice en question. En effet, il a envoyé une lettre à un résident du village de l'Érable ce 11 juillet 2025 en invoquant, et je cite, qu'il y aura destruction de sa maison des suites de la décision de la CPTAQ suite au procès de la juge Brodeur. Ce sont les mots utilisés comme vous le voyez dans la lettre. Maintenant, c'est important ici de préciser que ce n'est pas en entremêlant deux informations confuses qu'on obtient une vérité. La dernière décision de la CPTAQ concernant les terres de l'Église essénienne chrétienne, je l'ai expliqué, elle date de 2015 et elle réclamait, je n'invente rien, la destruction d'une trentaine de bâtiments. Soit dit en passant, Roman, ta propre maison était visée par cette ordonnance. Donc, je pense que tu devrais montrer l'exemple en procédant à la destruction de ta maison en premier. Dans tous les cas, pour mettre en œuvre cette ordonnance qui demandait la destruction de 30 bâtiments, la CPTAQ a 3 ans pour saisir la Cour supérieure. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'article 85 de la loi sur la protection du territoire agricole. Cette ordonnance de la CPTAQ qui demande la destruction de 30 bâtiments, elle n'a plus lieu d'être parce que les délais sont outrepassés. Mais la CPTAQ, ni d'autres institutions qui auraient pu le faire d'ailleurs, n'ont agi. À forte raison, parce que j'ai des doutes que la Cour supérieure aurait accepté une telle ordonnance. Or, rappelons-le, le règlement de la ville en question a été débattu en Cour supérieure devant la juge Brodeur. Mais à aucun moment, la juge Brodeur n'a entériné la décision de la CPTAQ. Elle a simplement demandé la cessation des cultes. Donc, Roman, si tu as des discussions actuellement avec la CPTAQ, ce que beaucoup de membres de l'Église essénienne me confirment, et que tu continues de croire que tu maîtrises ou comprends ce dossier, je t'invite fortement à reconsidérer la question. En conclusion, prenez soin de vous si vous avez été victime de certains agissements ou comportements inacceptables. D'ailleurs, je vous invite à vous tourner vers des ressources qui viennent en aide aux victimes. Au Québec, il y a notamment Nouvelles Racines, qu'on salue. D'autre part, si vous avez des membres de votre famille qui sont au sein de la religion essénienne, n'ayez pas de crainte pour eux. La conversation que vous devriez avoir avec eux ne doit pas nécessairement porter sur la religion essénienne. Elle devrait plutôt servir à déterminer ce qu'ils font de leur argent. Pour le reste, je m'adresse directement à la Sainte Assemblée des Esséniens et des Esséniennes. À ceux qui résident au village essénien de l'Érable, au Québec, ainsi qu'à ceux qui résident au Jardin de la Luce, au Panama, je vous encourage, si vous pouvez le faire, à utiliser des moyens de pression pour obtenir des réponses de la part de la famille Guérin et des prêtres qui collaborent avec eux sur l'utilisation des fonds qui ont été versés à Dapachim. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des fonds qui continuent d'être versés par l'administration de ces deux communautés vers la famille Guérin. Je vous recommande aussi d'obtenir des réponses sur les enquêtes des autorités fiscales au Canada, ainsi que des démarches qui sont actuellement en cours entre Roman Uzal et la CPTAQ. Parce qu'actuellement, mon constat, c'est que Roman est peut-être assez ignorant pour autoriser la CPTAQ à détruire le village. D'ailleurs, obtenir des réponses, ça ne veut pas dire obtenir des faux semblants, des documents mal rédigés ou des fichiers Excel, comme on dirait au Québec, rédigés à la mitaine, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent que peu d'informations. Ça signifie d'exiger un audit par un cabinet comptable externe et obtenir véritablement des réponses à nos questions, des réponses écrites et non orales. Et encore une fois, en contrepartie de l'absence de réponse à ce sujet, eh bien, je vous invite peut-être à cesser de payer votre contribution communautaire ou à en retenir les fonds. Parce qu'effectivement, je vous confirme que dans mon cas, j'ai cessé de payer ma contribution communautaire depuis septembre 2024. Je veux dire, le contrat de la contribution communautaire vient en contrepartie de la capacité de l'Église à maintenir des cultes sur les lieux. On est ici pour une raison religieuse. Mais l'enjeu, c'est que depuis le retrait du dossier en cour d'appel,
Et la mise en œuvre de la décision de la Cour supérieure qui interdit les lieux de culte, comme je viens de vous l'expliquer amplement, en théorie, la pratique des cultes est interdite au village. Et moi, comme avocat, je dois respecter les décisions de la Cour supérieure. Ce sera avec grand plaisir que je vais contribuer financièrement au développement de l'Église. Mais pour l'instant, je vous rappelle que les décisions qui ont été prises depuis septembre 2022 ont entraîné l'interdiction de la pratique des cultes au village enseignant, la destruction de sites sacrés, la perte de centaines de milliers de dollars d'investissement vers des paradis fiscaux et au bénéfice de certains des membres actuels de l'Église qui sont à la direction. Et en plus, beaucoup de personnes à l'intérieur de l'Assemblée des Esséniennes et des Esséniens ont été réduits au silence. Cette situation m'amène à me tourner vers vous, les Esséniens et les Esséniennes, et à ouvrir une page GoFundMe, et ce afin de financer les procédures judiciaires pour obtenir la décision de Magali Guérin et des membres actuels de son conseil d'administration, et ce, parce que nous n'avons plus le choix. Le visiteur d'une corporation religieuse ne peut pas unilatéralement déclarer qu'un membre de la corporation religieuse n'est plus membre par une simple résolution s'il y a des conflits d'intérêts. Notre règlement, oui, le fameux texte de 2015, précise qu'un membre peut effectivement être exclu de l'Église uniquement si c'est favorable à l'Église. Or, les membres qui ont été écartés de l'Église essénienne chrétienne l'ont été parce qu'ils se posaient des questions sur la saine gestion ou ont critiqué l'utilisation ou le détournement de certains fonds vers Dapachem, ce qui n'est vraiment pas une décision favorable à l'Église. À la lumière de cette vidéo, je pense que vous voyez que le dossier est prêt. Il me manque encore cependant quelques fonds pour parvenir à déposer le dossier et à régler des frais que j'ai dû engager pour le préparer. Pour l'instant, 25 000 $ canadiens serait un montant suffisant pour parvenir à régler les frais engagés dans ce dossier. Cependant, il est possible, je ne vous le cache pas, que des frais supplémentaires soient engagés dans l'avenir. Et je n'ai pas réponse sur les montants exacts de ces frais. Donc à ce stade-ci, je ne peux compter que sur votre générosité. Bien évidemment, la question est de savoir pourquoi je ne m'occupe pas personnellement du dossier à titre d'avocat. La raison est que je suis l'un des principaux témoins et que mon code de déontologie m'en empêche. Je ne peux pas agir à la fois comme avocat et comme témoin dans un dossier. Par ailleurs, même après une reprise de contrôle de l'Église essénienne chrétienne par son assemblée, la Sainte Assemblée des Esséniens et des Esséniennes, vous, il faut savoir que les surplus devront être utilisés pour tenter d'obtenir une réouverture du dossier en cour d'appel. Or, chose qui n'est pas impossible selon les recherches que j'ai menées sur le plan jurisprudentiel. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore rendus à cette étape. Donc pour l'instant, vos donations seront grandement appréciées et leurs usages seront établis publiquement sur GoFundMe. Le site réclame d'une manière ou d'une autre divers engagements avant l'ouverture d'une page de récolte de dons. Et moi-même, à titre d'avocat, je demeure garant d'une saine gestion de vos fonds. D'autre part, l'un des principaux enjeux dans ce dossier, c'est qu'il ne subsiste pas de liste des membres qui soit conforme à l'article 223 de la Loi sur les corporations. Article 223. Il doit être préparé annuellement une liste des membres de la personne morale et chacun d'eux a droit d'en prendre connaissance. Donc, pour reconstituer cette liste internationale des membres, j'ai aussi préparé un Google Form. Je tiens à souligner pour l'instant que les noms des personnes qui vont s'inscrire ainsi que les informations qui y sont demandées vont demeurer totalement confidentielles. Mais débuter cette liste est nécessaire pour reconstituer une liste des membres qui soit conforme parce que pour l'instant, une telle liste n'existe pas. Ce qui fait en sorte que nous ignorons le nombre d'Esséniens ou d'Esséniennes à travers le monde et les contacts à maintenir et à privilégier avec ceux-ci en sont affectés. Je précise aussi que cette liste va pouvoir servir à vous maintenir à jour dans les décomptes et les procédures judiciaires. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos pour la suite? Certainement. Mais pour l'instant, je me tourne vers vous, car le prochain chapitre, c'est vous qui devrez l'écrire.